Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Prix. Eh oui, parce que là, voilà, le chat va être en feu, mais oui, au Grand Prix, c'est votre émission sur Twitch et sur NextGen Auto qui n'a pas de retard. C'est important à savoir, bien évidemment, les amis. J'espère que vous allez bien. Et on va, parler aujourd'hui de Formule 1 comme on va le faire toutes les semaines, tous les lundis, bien sûr. Hein. Vous savez que c'est notre nouveau rendez-vous et qu'on apprécie beaucoup de vous parler de Formule 1 avec les amis, avec notamment Franck qui est juste en dessous. Franck, on nous a posé la question la semaine dernière, mais qui est Franck? On vous rappelle, c'est Monsieur NextGen Auto. Hein, dès qu'il y a un truc sur NextGen Auto, tac, c'est lui qui s'en occupe. Comment ça va, Franck? Ça va très bien, bonsoir tout le monde. En format, j'espère, pour parler des qualifications sprint notamment, et les transferts en Formule 1. Exactement, on va faire une bonne 80aine de minutes sur les qualifs sprint, évidemment. Alors, non, rassurez-vous les amis, mais vraiment, profitez-en ce soir. C'est important si vous avez la moindre question. Il n'y a pas de question bête parce que le format, il est tarabiscoté, comme on dit en Belgique, ou capillotracté, si on aime aussi dire des mots comme ça. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, posez-la. On va essayer également de vous y répondre avec l'ami Manu, bien évidemment, toujours à ma droite, hein, comme toujours. Comme toujours, salut Michael, salut à tous. J'espère que tout le monde va bien. Effectivement, on va pouvoir aborder un petit peu ce sujet épineux, mais aussi hyper intéressant sur les qualifications sprint. Donc, c'est une très bonne chose. On rappelle, les qualifications sprint, ça débute ce week-end à Silverstone, puisqu'on va avoir le Grand Prix de Grande-Bretagne qui va avoir lieu donc à la fin de la semaine. C'est un tout nouveau système, ce qui fait qu'on va également avoir un nouveau format de week-end. Et c'est peut-être le premier point que je vais vous évoquer. Donc, je vais simplement vous rappeler rapidement ce que c'est, et puis on entrera ensuite dans les détails. Les amis, Mister Smart, oui, la course est toujours prévue le dimanche. Ça, par contre, ça n'a pas changé. Tout le reste autour a changé, mais la course est bien le dimanche. Donc, ce week-end, on aura une première séance d'essai libre qui va débuter à 15h30. Ça, jusque-là, la séance fait 1 heure, il n'y a pas de souci. Ça ne change pas par rapport à d'habitude. La séance qualificative, elle, aura lieu donc le vendredi, Q1, Q2, Q3, à 19h. Donc là, il va falloir évidemment être fort, et je pense à nos amis de NextGen surtout, oui, il va falloir bosser tard, hein, ce coup-là. Le vendredi soir va se terminer vers 23h minuit, hein, parce que donc, on aura une séance de qualif. Premier petit changement, vous n'aurez plus besoin de mettre les pneus de Q2 pour le départ de la course pour les 10 premiers, puisqu'on va changer le système de qualif. Ici, c'est une... En fait, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu trompeur, parce qu'ils appellent ça encore qualification, mais en fait, ce sont les qualifications qui donnent la grille de la course du samedi. Le samedi, on vient à 13h pour la deuxième séance d'essai libre, donc là, on va pouvoir retravailler les réglages pour l'après-midi. Et à 17h30, ce sera le départ de la première qualification sprint, qui est une course de 100 km, qui va donc déterminer la grille de départ de la course de dimanche, qui a lieu à 16h d'ailleurs, on rappelle. Petit décalage horaire bien sûr, nous sommes au Royaume-Uni ce week-end, donc il y a 1 heure de décalage horaire avec la France. Donc dimanche 16h, c'est le départ du Grand Prix avec la grille de départ de samedi. Est-ce que j'ai bon, Manu? Pour l'instant, tout est bon, effectivement. C'est exactement comme ça que ça va se passer. Et d'ailleurs, ils appellent ça qualification sprint parce que en fait, le vainqueur de la course sprint aura bien, dans ses statistiques, une pole position et pas une victoire. C'est un peu la chose à ne pas se tromper. Effectivement, c'est pour ça que c'est malgré tout trompeur, mais ça restera bien une qualification et absolument pas considéré comme une course, ni ça ne viendra pas non plus s'ajouter au nombre et au décompte des courses de l'histoire de la F1. Voilà. Oui, on va aussi passer rapidement sur les horaires, comme ça c'est un sujet qu'on élimine tout de suite. Effectivement, la FOM va essayer de travailler un peu sur l'audience le soir, pour voir effectivement si ça accroche plus. Les gens seront notamment rentrés du boulot le vendredi soir à 19h pour suivre la première qualif. Le samedi, c'était un peu moins embêtant parce qu'il y a effectivement en général un peu plus de gens chez eux pour suivre les qualifications et la course, mais pareil, on décale un petit peu en soirée, on verra effectivement si ça accroche un petit peu plus aussi en termes d'audience. Donc voilà, je pense que ça, au moins, ça a le mérite d'être testé pour sur les Grands Prix européens. Le soir, c'est un peu plus viable en termes d'audience. Bon, après, effectivement, pour nous, les journalistes, c'est beaucoup plus de boulot et beaucoup plus tard. Ah, ça serait effectivement compliqué. Alors, l'avantage aussi avec ça, c'est que comme on est en Grande-Bretagne, on est au Royaume-Uni, il y a ce problème, il y a plein de problèmes, justement, puisqu'on a 1 heure de décalage, on peut se permettre de pousser un peu et ça décale automatiquement chez nous. Donc effectivement, 19h, on peut penser que c'est assez tard pour une séance qualificative. Il ne sera que 18h au Royaume-Uni. On est mi-juillet. Il y aura aucun problème, bien sûr. Il y aura peut-être même des belles images parce que voilà, le soleil sera un peu plus bas. Les images vont être en tout cas différentes de ce qu'on a l'habitude de voir du côté de Silverstone. Alors, déjà, premier point qui a été débattu en long, en large et en travers, notamment par les équipes. Premier point que je vais aborder maintenant qu'on va rentrer dans le détail. Profitez-en, hein, c'était les 5 minutes faciles. Maintenant, on va y aller. Hein, là, ça va être terrible. Mais la notion de parc fermé, et là, on y est, la notion de parc fermé va être, comme d'habitude, mise en place au moment des qualifs. Sauf que là, ce sera au moment des qualifs
normal, c'est-à-dire vendredi. Ça va changer pas mal de choses pour les équipes, messieurs. Ça va changer, ouais. De toute façon, toute la quantité de travail va être totalement différemment établie sur les week-ends, à la fois en piste, parce que du coup, il y aura moins d'essais libres, donc il va falloir travailler de manière beaucoup plus concise. Je pense que les équipes vont être vraiment en manque de roulage long, notamment sur les composés de pneus plus durs, puisque c'est vraiment les pneus où il faut faire beaucoup de tours pour réussir à commencer à comprendre comment ils se dégradent. Et là, avec 1 heure avant les qualifications, qui sera forcément, enfin, pour moi, la séance du vendredi matin sera forcément à fond sur la qualification du vendredi après-midi. Donc, du coup, ça laissera que 1 heure, en fait, pour tester un peu plus les réglages courses. Et c'est vrai que ça va totalement changer, du coup, la façon de travailler. Alors, oui, il y a quand même une petite différence qui est très importante, c'est qu'on a effectivement qu'1 heure pour préparer les voitures et elles doivent être prêtes à la fois pour les vérifications et pour la course. Il va falloir quand même travailler directement avec beaucoup de charges de carburant parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que la FIA a interdit le remplacement des fonds plats en bois et les planches à la fin du parc fermé, donc le vendredi soir. Ce qui veut dire, à mon avis, qu'on peut avoir des équipes qui jouent sur un double programme, un pilote qui se consacre plutôt sur des relais courts, un autre pilote sur les relais longs, effectivement pour pouvoir trouver la bonne hauteur de caisse, parce que bon, après, ces équipes, elles connaissent les circuits maintenant presque par cœur, donc elles savent à peu près quelle est la marge à adopter au millimètre près pour ne pas user trop le fond plat en bois. Mais ça pourrait être, on peut avoir quelques surprises quand même sur ce paramètre-là. Donc j'imagine bien moi un double roulage possible le vendredi matin, alors qui du coup est un vendredi après-midi à Silverstone, pour pouvoir effectivement avoir la bonne hauteur de caisse, parce que ça fait partie des choses que les équipes ne pourront pas bouger. Voilà. En termes qu'est-ce qu'elles pourront bouger? Elles pourront bouger la répartition du poids avant-arrière, selon effectivement les résultats des qualifications le vendredi après-midi. Elles pourront toucher un petit peu au refroidissement aussi, si la condition météo change, donc s'il fait plus chaud ou plus frais. Et encore, il faut qu'il y ait plus de 10 degrés de différence. Sinon, on ne peut pas toucher aux carrosseries, on ne peut pas toucher à tout ça. La seule chose qui sera vraiment, qui a été un petit peu le point de discussion sur les derniers jours, c'est l'embrayage. Il y a des équipes qui changeaient systématiquement l'embrayage de leur moteur le vendredi soir. Et là, ce n'était plus possible. Comme il n'est pas question de reproduire un embrayage renforcé pendant la saison, sous présentation de la pièce à la FIA le vendredi soir, les changements d'embrayage seront autorisés. Donc, ça fait partie des petites exceptions qui ont été débattues et qui ont été accordées à certaines équipes qui n'ont pas d'embrayage assez renforcé pour tenir tout un week-end comme ça. C'est ça, oui, parce qu'effectivement, pas mal d'équipes, notamment McLaren, Alpine, si je dis pas de bêtises, alors, elle ne remplaçait pas forcément l'embrayage, mais elle faisait une opération qui visait justement à faire en sorte qu'il soit bien. Et donc la FIA a dit, bon écoutez, il n'y a pas de souci, ne faites plus ça, là vous n'allez pas pouvoir le faire, mais vous pourrez remplacer la pièce. Par contre, il faudra la donner à la FIA pour qu'elle puisse analyser le tout. Imaginons un Norris qui finit sur le podium, puis la FIA qui dit, ah oui, mais nous par contre, on vient d'analyser ton truc, là, mais c'était pas bon. Enfin, ça peut encore donner des pénalités et des choses dont la Formule 1 se crée, on n'espère pas, bien évidemment. Pour la fameuse planche en bois, ça peut quand même jouer un petit... je trouve que ça peut donner quand même ça peut être important parce que on se rappelle, alors évidemment c'était il y a pas mal de temps, mais Michael Schumacher en 94, il avait été disqualifié d'un Grand Prix, c'était en Belgique si je dis pas de bêtises, parce qu'il a fait un tête à queue, il est passé sur le vibreur et ça a un petit peu râpé sa planche en bois. Du coup, la planche était trop faible. Ici, je trouve qu'il y a quand même plus de chances parce qu'évidemment, bon... ils ont l'habitude de faire tout un week-end avec la même planche en bois, mais ici tu rajoutes une course, peut-être plus de moyens d'avoir des contacts, des choses qui vont peut-être aussi venir altérer cette planche en bois, donc c'est à voir évidemment. Je pense pas que ça devrait jouer, encore une fois, je vous ai cité un exemple, c'est le seul dont je me rappelle, donc à mon avis, bon, en beaucoup d'années de l'utilisation de cette planche en bois, il n'y a pas eu non plus beaucoup de problèmes, mais voilà, c'est quelque chose qui peut évidemment être dit, voilà, comme dit Xuan, pour taper la planche, il faut y aller, on sait jamais, hein, maintenant avec les gros vibreurs, les vibreurs boudins. Et puis, les voitures passent très vite en fait dans les virages, donc forcément il y a plus d'appui sur les voitures et on voit qu'il y a souvent quand même beaucoup ces dernières années justement d'étincelles. Donc après dans des enchaînements comme Maggots, Beckett, Chapelle et dans des virages comme Stowe, effectivement ça peut quand même jouer en cas de sortie un peu large ou de passage répété vraiment à la limite, quoi. Manjox nous demande, du coup, pour les réglages moteurs, est-ce que c'est fixé qualif, course, sprint et Grand Prix ? J'imagine que oui, hein, puisqu'on ne peut pas changer
les modes moteurs, pour être précis. Vous pouvez évidemment avoir des changements. Vous savez, si vous regardez une course sur F1 TV, l'ingénieur balance 45 milliards de choses sur le moteur, donc ça, rassurez-vous, c'est toujours autorisé. Mais par contre, on doit évidemment avoir ces modes moteurs qui sont bloqués. J'avais encore dans les questions du chat, Nico qui nous dit, tout le monde aura donc le choix de ses pneus pour le départ du dimanche. Oui. Donc ça, c'est certain maintenant, puisqu'évidemment, on ne peut pas utiliser les pneus de la Q2. À la rigueur, ça aurait été très bizarre, parce que du coup, ça aurait été un petit peu dédouané et ne pas accepter ce nouveau système, parce que s'ils avaient dit les pneus du vendredi de ceux qui passent en Q3, ça va être les pneus de la Q2 pour le dimanche, ça voudrait dire qu'en gros, la course du samedi n'est pas très utile. Voilà, ça deviendrait un gros bazar, bien sûr. Vous imaginez celui qui se qualifie 17ème puis qui remonte dans le top 10, il va avoir un avantage incroyable par rapport à ses petits camarades du dimanche. Donc on enlève totalement cette règle qui, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, messieurs, risque d'être d'ailleurs même totalement abandonnée pour l'an prochain. C'est dans les... Peut-être, oui. D'ailleurs, pour les pneus, il faut aussi préciser que la séance de qualification du vendredi, elle se passera uniquement en tendre. C'est-à-dire que ça sera du tendre en Q3, en Q2 et en Q1, pour tout le monde. Donc il n'y aura pas de différence, ça sera la performance pure qui parlera. Et l'avantage d'avoir ce choix libre aussi pour le départ de la course, c'est qu'on n'aura plus ce petit stratagème de vouloir partir ou en médium ou en dur, de mettre ses œufs dans le même panier après en Q2, ce qui veut dire qu'on pourrait très bien imaginer entre les deux top teams Mercedes et Red Bull qu'on varie. On peut mettre un Hamilton en médium, un Bottas en dur, la même chose chez Red Bull avec Verstappen et Pérez, ça pourrait donner effectivement des courses beaucoup plus intéressantes en termes de stratégie dès le départ de la course. Alors que là, on avait quasiment tout le temps les quatre voitures de tête qui partaient tout le temps avec les mêmes pneus. Donc, mais je suis un peu étonné parce que je trouve que là, du coup, c'est quand même un désavantage pour ceux qui vont aller en Q3. Alors oui, en Q3, il y a un train de pneus supplémentaire de tendre qui est alloué, mais il y a quand même une différence entre celui qui va faire 2 runs en Q1 et celui qui aura fait 6 runs à la fin de la qualif du vendredi. S'ils doivent utiliser tous les pneus tendres à chaque fois. Ça risque d'être un peu complexe. Donc, il va falloir... je pense que de toute façon, ils vont forcément essuyer des plâtres un peu dans ce genre-là, sur des règles qui sont inhérentes vraiment à un format qu'ils ne connaissent pas encore. Donc, j'imagine qu'il y aura des désavantages et qu'il y aura, à l'inverse, des choses qui vont ressortir et qui vont sûrement amender pour la deuxième à Monza, de toute façon. On rappelle, effectivement, Silverstone, Monza et puis Interlagos. Ils ont fait ça bien. Interlagos, ils savent de toute façon que ce sera le soir d'office, puisque évidemment il y a le décalage horaire. Puis Monza, il y aura moyen de faire aussi ça vers 17-18 heures le vendredi et le samedi. Bien sûr. Overboss qui nous demande, va-t-on voir la surprise du choix de pneus à la course ou cela sera-t-il déclaré ? Ce sera comme sur les Grands Prix du dimanche actuellement. On va simplement enlever les couvertures chauffantes et tada voici les pneus qu'on va utiliser. Ça va être joué comme ça, cette fois-ci, et le samedi et le dimanche, du coup. Donc ça va être 2 fois la surprise. Tu parlais justement de 2022, c'est déjà acté, je crois qu'effectivement les pneus de Q2 ne seront plus nécessaires à chausser au départ, puisque de toute façon ça n'apparaît pas dans le règlement 2022 pour l'instant. Donc normalement ce sera pas conservé, parce que finalement on voit justement des équipes comme Ferrari faire exprès de ne pas se qualifier dans le top 10 pour avoir les bons pneus au départ, et c'est vrai que c'est un peu contraire à l'esprit des qualifs, donc c'est déjà validé. Après, il y a aussi un autre paramètre très intéressant à voir à Silverstone, c'est quel pneu on choisira pour faire la course de 100 km. Est-ce qu'on prendra le dur pour attaquer vraiment à fond, ou est-ce qu'on prendra le médium ? Il faudra peut-être ménager un petit peu. Bon, hors de question de faire la course du samedi en tendre. 17 tours à Silverstone, c'est impossible, ça ne tiendra jamais. Ouais. Là aussi, ça peut être effectivement très intéressant, parce qu'il n'y aura que 2 jeux de pneus durs pour ce week-end. Donc ça veut dire qu'ils ne seront pas du tout testés en essai libre. Si on veut en garder un train pour la course, la qualification sprint, pardon, et un train pour la course le dimanche. Donc c'est pareil, ça sera aussi une inconnue pour les pilotes. Ils vont découvrir le pneu dur certainement lors de la qualification sprint. Xoran se dit tendre avec un arrêt. Moi, c'est ce que j'aimerais personnellement, mais je pense qu'il n'y a pas encore assez de différence entre les différents composés. Mais peut-être qu'en 2022, ça pourrait être formidable. Si ces courses-là deviennent justement un peu stratégiques, on pourra avoir des pilotes qui vont tenter des coups, ce genre de choses. Ça pourrait être intéressant. Mais là, effectivement, il y aura, à mon avis... on va essayer quand même, entre médium et dur, il y a peut-être une possibilité quand même d'avoir des petites différences en fin de course, en fait, au niveau de la gestion. Ouais. Donc ça pourrait être sympathique. Il n'y a pas assez de distance parcourue pour avoir le temps de prendre les 20 secondes d'avance que nécessite un arrêt quoi qu'il arrive. Donc ce sera pas avantageux sur une si petite durée de faire ça. Après, je pensais plus, par exemple, parce qu'au moins en F2, où tu prends pas forcément l'avance, mais les pneus des autres sont tellement morts en fin de course que tu remontes et qu'on a de la bataille comme ça.
mais bon, après, encore une fois, je vous rappelle, les amis, les pneus 2022 risquent quand même d'être forts en bois, puisqu'à un moment donné, les voitures, on ne les connaît pas. Ils vont être obligés de quand même être assez safe chez Pirelli. Maintenant qu'on vous a dit ça, on revenait évidemment pour le premier Grand Prix de la saison 2022, où on vous dira, mais c'est incroyable, tous les pneus qui ont nécessité 6 changements parce qu'ils s'est usé trop vite. Mais normalement, quand même, ça devrait être assez compliqué, cette affaire. Voilà, Xoan vous dit, effectivement, en F2, parfois on change sur des courses au sprint, mais c'est aussi parce qu'en Formule 2, les pneus, ils sont très très tendres par rapport à ce qu'on a en Formule 1 notamment. Ils sont surtout une plage de fonctionnement, c'est-à-dire que ça fonctionne 8 tours, au 9e tour, on perdait 9 secondes 2. Donc c'est des anciens Pirelli, ils ont gardé un peu les... C'est un peu ce que faisait Pirelli au milieu des années 2010 en F1, c'est des pneus qui fonctionnent très bien jusqu'au moment où ça commence à perdre en performance et où ça s'effondre. Et là, c'est vrai que là, dans ces cas-là, le pari de faire 2 relais en tendre, par exemple, serait intéressant. Mais en F1, les pneus sont quand même trop constants, puisque c'est une demande des équipes qui n'est pas un effondrement trop rapide pour réussir à faire ça. Il n'y a aucune obligation de passer un deuxième train de pneus, évidemment, pendant la qualification sprint. On va y arriver. Oui, c'est vraiment l'objectif est simplement de faire... Je pense qu'ils ont vu ça à Monza l'an dernier. Ils ont vu la deuxième partie de la course à Monza. Ils se sont dit, c'est pas mal. On va faire ça comme ça, parce que c'était quasiment à peu de choses près la même chose, évidemment, puisqu'on n'a pas eu d'arrêt au stand sur cette deuxième épreuve. Et évidemment, ici, voilà, il n'y a pas de volonté de faire un arrêt au stand, pas d'obligation d'utiliser 2 trains de pneus, et 2 types de trains de pneus surtout, différents. Donc ça, évidemment, il va falloir voir ce que ça a donné. Alors, à la FOM, évidemment, on est là depuis 3-4 mois, et principalement les dernières semaines, on essaie de pousser pour montrer à quel point ça va être formidable, à quel point ça va être génial, à quel point c'est une bonne idée. Et j'avais vu une interview qui était assez... intéressante de Ross Brawn, je l'avais évoqué ce matin sur Twitter, c'est avec ce côté, c'est vraiment terrible parce qu'ils sont là à nous dire notamment cette phrase que j'ai trouvée un petit peu lunaire vu le système qui est utilisé ici, mais qui dit que voilà, les pilotes vont vraiment être désespérés pour se battre et montrer qui est le plus rapide. C'est-à-dire que si on utilise ça comme argument pour dire que c'est bien, vous aviez un système qui montrait qui était le plus rapide toutes les semaines. Ça fait quasiment 71 ans que ça existe. Je sais pas à quel moment ils ont arrêté de tirer les numéros dans un chapeau, mais bon, voilà. C'est un système qui fonctionne. Donc ça, je sais pas, messieurs, moi je fais pas partie de ces gens qui disent la qualif sprint ça va être très mauvais, je jette pas du tout. Moi je l'attends de voir et je suis même assez... je trépigne un petit peu en me disant qu'est-ce que ça va donner. C'est une nouveauté, moi j'aime bien la nouveauté. Par contre, les raisons, moi je suis peut-être pas tout à fait en accord avec celle-là. Non, il faut pas exagérer et trouver des raisons qui n'existent pas. C'est vrai qu'en plus, le système actuel qui est là depuis 2006 est quand même très bon pour justement que le pilote le plus rapide ait la pole. Donc, c'est pas, faut pas qu'ils pensent réinventer la roue. Il faut vraiment qu'ils voient ça comme ils ont. Il y a des interviews de Ross Brawn qui ont été un peu plus franches, où il expliquait que l'intérêt c'était surtout de redynamiser les audiences du samedi qui sont malheureusement pas bonnes pour eux. Et en fait, ils font aujourd'hui un produit Formule 1 sur 3 jours qui a surtout beaucoup d'audience le dimanche. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est étaler un peu ces audiences et les équilibrer. Et je pense qu'il faut qu'ils s'en tiennent à cette version-là parce que c'est la vérité. Et au final, ça n'empêchera pas que la qualification sprint soit intéressante. Mais c'est sûr qu'ils ne vont pas réinventer la roue. Et au contraire, effectivement, on sait qu'en rythme de course, ces voitures peuvent des fois avoir des soucis ou les réglages seront plus complexes. Donc des fois, on peut justement avoir des surprises qu'on n'aurait pas forcément en séance qualif. Je vois passer des questions notamment sur le règlement, notamment le safety car. Est-ce qu'il y aura un safety car pendant la course, la qualification sprint? Oui, voilà. Normalement oui. En fait, ça a été précisé par la FIA, par Michael Massey. Toutes les règles de la Grand Prix s'appliquent aussi pendant la qualification sprint. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une interruption de course, un safety car, des points de pénalité, 5 secondes, 10 secondes, un drive-through, tout peut arriver de la même façon. Donc, effectivement, un safety car en fin de course, on pourrait peut-être avoir un scénario à la Bakou, un scénario qui nous avait d'ailleurs beaucoup plu, puisque ça avait été un petit peu la foire. Là, effectivement, il n'y aura pas de pneus changés, donc ça aura peut-être moins d'intérêt. Mais un safety car en tout début de qualification sprint, qui dure 2 ou 3 tours, oui, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de problème pour le mettre. S'ils voient effectivement que les dégâts au circuit ou autre, je touche du bois, il ne se passe rien, mais si ça prend trop de temps à réparer, à mon avis, il y aura effectivement, je pense, un drapeau rouge pour réparer, voilà, pour pas passer 8 ou 9 tours sous safety car, voilà, s'il y a quelque chose où une voiture à déplacer. Alors tu dis, Franck, que toutes les règles vont être appliquées. Il y en a une qui va être modifiée, tout de même, on le rappelle, et ça c'est vrai que Xoan a bien fait de le dire, mais le
DRS, et là ça va faire grincer des dents, mais le DRS sera autorisé quand vous serez à moins de 2 secondes de la voiture devant vous et non plus 1 seconde, uniquement le samedi. Ça évidemment, ça va être un truc aussi qu'il va falloir expliquer très régulièrement, mais le samedi, si vous êtes à 1 seconde 9, vous pouvez activer votre DRS. Le dimanche, si vous êtes à 1 seconde 9, tant pis pour vous. Hein, vous devez rattraper au moins 1 seconde. Donc ça, c'est aussi un petit changement. Je pense que c'est une phase de test. Et c'est assez drôle. Quand on avait eu les premières esquisses de la F1 2021 à l'époque, qui devient la F1 2022, Ross Brawn avait dit on va peut-être enlever le DRS dans les prochaines années. C'est une plateforme qui pourrait nous permettre de nous passer peut-être du DRS ou tout ça. Et maintenant, on est en train de faire l'expérimentation totalement inverse, qui est d'augmenter le DRS. Donc c'est assez particulier. Je salue notre ami Clément Biet qui vient de nous voir également dans le chat. On a bien travaillé ce week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps, les amis. On vous en parlera jeudi dans le Racing Café de cette affaire. Mais du coup, ce DRS, alors, Manu, est-ce que selon toi, ça peut être vraiment utile et ça peut aider à revenir sur la voiture de devant, ou est-ce que ça peut peut-être créer un train de DRS plus important comme ce qu'on a vu en Autriche récemment? J'ai tendance à penser que l'avantage que ça peut avoir, c'est justement que ceux qui n'arriveront pas à rester dans la fenêtre de 2 secondes seront vraiment plus lents et du coup sortiront de la zone de DRS quoi qu'il arrive, là où finalement c'est un peu plus... quand les écarts sont plus serrés, le train de DRS se forme très vite sur les courses du dimanche. Je pense que c'est juste qu'en fait, à mon avis, ils ont vraiment peur justement qu'on retrouve cette physionomie où les pilotes ont du mal à se rapprocher assez. On a encore des voitures 2021, même si elles sont mieux que 2019 ou 2018. C'est encore des voitures qui ont du mal à suivre. Et je pense que le pire qu'ils puissent craindre la FIA et la F1, c'est d'avoir justement des qualifications sprint qui sont tous sauf un sprint parce que personne n'arrive à s'attaquer. Donc là-dessus, je pense que c'est vraiment l'objectif justement de ce DRS à 2 secondes. Après, je pense pas que ça modifie les plans de vouloir s'en passer à partir de 2023 si les voitures 2022 montrent leur aptitude à se dépasser. Justement, déjà, je pense que ça, on le verra en 2022. S'ils commencent à réduire le nombre ou la distance des zones DRS, on saura que le DRS est amené à disparaître. Donc, ça ne veut pas dire non plus qu'ils recomptent à fond sur le DRS pour 10 ou 15 ans. Mais je pense que c'est une bonne chose pour les qualifs sprint. Ça peut que aider à avoir justement un moins fort sentiment de sécurité, par exemple pour un leader qui serait un peu en perdition avec ses pneus, de se dire il peut pas laisser laisser les turbulences en fait agir et dire je vais repousser comme ça la personne qui est derrière, parce que de toute façon la personne qui est derrière aura les moyens de revenir plus facilement. Moi je suis assez optimiste parce que on a toujours constaté sur les F1 larges là, qu'on a depuis 2017 que les écarts de performance en qualification sont bien moindres que ceux qu'on voit en début de course. On voit des écarts assez énormes se creuser. Alors, typiquement l'Autriche, on a vu plusieurs voitures à un tour assez rapidement, alors que le circuit est tout petit. Les écarts en qualification sont assez faibles. Donc je me dis qu'avec un DRS à 2 secondes, on devrait quand même garder un peloton assez serré. Peut-être pas les As ou en fin de peloton, mais au moins les 16 ou 18 premières voitures, afin d'avoir effectivement une course qui reste compacte. Et je pense que ça va vraiment améliorer aussi les choses, d'avoir des pilotes qui sont moins soucieux de la gestion de pneus, parce que là aussi, c'est la différence entre une bonne F1 et une mauvaise F1, c'est une F1 qui est capable de gérer ses pneus. Quand on n'a que 17 tours à faire avec des pneus médiums ou des pneus durs, on peut y aller à peu près sans trop se poser de questions. Encore plus avec des pneus durs qu'avec des pneus médiums, évidemment. Donc je pense pas que le DRS à 2 secondes soit forcément nécessaire. Maintenant, c'est une sécurité, je pense, pour la F1, pour voir comment ça va se passer. On risque quand même d'avoir pas mal de dépassements, sous réserve effectivement de l'attitude des pilotes. Quelle sera la prise de risque qui sera prise vraiment par les pilotes samedi? C'est la question aussi qu'il faut se poser. Est-ce qu'on va tenter un dépassement à tout prix? Est-ce qu'on ne veut pas se retrouver en fond de peloton et du coup en fond de grille le dimanche? Ça aussi, ça va être une très belle chose à voir, je pense, samedi. Moi, je suis... En fait, là, je suis heureux qu'à Silverstone, les zones DRS ne soient pas consécutives. C'est ce qui m'aurait un peu inquiété. Parce que si vous mettez le DRS à 2 secondes et à Monza, que je dise pas de bêtises, non, à Monza, c'est bon, je crois, donc ça va aussi. C'est bon parce que c'est avant la chicane Ascari et c'est dans la ligne droite des stands. Ouais, donc ça ira aussi. Interlagos, pareil, il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a qu'une. À Interlagos, elles sont consécutives, les zones DRS. Donc là, ça pourrait poser un problème parce que, évidemment, vous voyez un peu où je veux en venir, mais imaginons, on aurait, donc, par exemple, Interlagos, on sort du dernier virage, on a 1 seconde 9, on prend tout le DRS, on revient déjà facilement 1 seconde 2 maximum, hein. Il n'y a que la chicane de Senna, et après vous avez encore le DRS. Là, ça peut faire des batailles qui seront peut-être encore plus réduites.
Mais d'un autre côté, ça peut aussi animer le truc. Et comme la course sprint sera uniquement là, la qualif sprint, pardonnez-moi, sera uniquement là pour animer un peu le bousin, parce qu'à mon avis, à la FIA, il ne l'avoue pas trop, en tout cas à la FOM, il ne l'avoue pas trop pour l'instant, mais l'objectif, c'est qu'il y ait des contacts, il y ait des choses. Ça fait partie de ces idées qu'ils ont eues pour que la grille du dimanche ne ressemble pas à celle qu'on a actuellement et habituellement. Si c'est pour avoir une qualif sprint qui remet le même résultat que ce qu'on a eu le vendredi en qualification normale, ils seront très déçus, je pense. Donc, ils cherchent un peu ce genre de choses. Après, je voulais rebondir justement sur le côté de la prudence des pilotes. Je pense qu'on risque d'avoir des débuts de course assez calmes parce que, à mon avis, les équipes sauront aussi qu'on aura forcément, en moindre incident, on risque d'avoir beaucoup de rebondissements dans le sens où le drapeau rouge devrait pas mal sortir, puisqu'en fait, la course, c'est 17 tours, mais c'est surtout 30 minutes. Donc, en fait, s'ils veulent que la course soit pas passée trop longtemps sous safety car, ils seront obligés de l'interrompre au moindre problème. Et je pense que les équipes auront forcément la volonté de laisser la course se faire et de demander aux pilotes d'attaquer en fin de course. Et du coup, ça pourrait effectivement faire en sorte que les prises de risque soient plus importantes en fin de course, en fin de qualification sprint. Mais je pense que dans tous les cas, oui, on risque d'avoir un petit peu de début de course bridé par la prudence, parce qu'on se rappelle que Mercedes, par exemple, a perdu l'équivalent d'1 million d'euros lors du crash à Imola de Bottas, et ils ont annulé une séance de développement avec Pirelli pour ça. Il y a eu vraiment un gros débat là-dessus. Je pense que les équipes demanderont aux pilotes d'être prudents, en tout cas en début de course, et de justement laisser un peu la chose se décanter. Donc, il faudra voir si ça va pas trop prendre de temps, cette phase de prudence sur l'ensemble de la course, je pense. Il y aura des gagnants et des perdants. Je pense que dans les gagnants, on peut mettre Kimi Raikkonen, qui lui est un petit peu toujours à la ramasse sur un tour rapide, et qui va certainement bien profiter du samedi pour remonter quelques places et gratter ce qu'il n'arrive pas à gratter le vendredi. Et on pourra peut-être le voir, du coup, le dimanche, partir 13 ou 14 au lieu de partir 17 ou 18. Ça peut un petit peu changer sa course. Sur Twitter, on avait également évoqué Ricciardo aussi. Alors Ricciardo, moi je dis sous réserve, parce que là, il n'aura eu qu'une séance d'essai pour tout de même se mettre correctement dans sa voiture. Mais il va falloir... Overboss qui me demande où sont mes autos miniatures. Ils sont dans la pièce d'à côté, c'est le problème. Je ne suis pas raccord, je le sais bien. J'ai bien compris. Je ne suis pas raccord, je n'ai pas pris le dress code de la pièce au sérieux. Je suis vraiment désolé. On envoie quelques... Allez. Je vais faire un truc, voilà, un mur qui défile. Vous allez voir, ça va être high-tech, hein, ça va être extraordinaire cette affaire. Mais voilà, effectivement, on a quand même hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs, je veux bien votre avis là-dessus, messieurs. Est-ce que globalement, voilà, vous avez hâte de voir? Est-ce que vous partez avec un a priori plutôt négatif? Est-ce que, Franck, tu vois ça comment, toi? Alors moi, j'aime bien la nouveauté. Donc j'aime bien tester des choses parce qu'il ne faut pas rester entêté et enfermé dans une idée. Donc pourquoi pas, hein, ça se teste. Ça n'est pas toute la saison de F1, ça va être 3 tests. Il y a aussi des points en jeu, ça on n'en a pas parlé. Il faudra aussi qu'on aborde le sujet. Donc 3 points, 2 points et 1 point pour les premiers. Donc il y a quand même un petit enjeu pour motiver au moins les voitures de tête à aller se bagarrer un petit peu. Je peux très bien imaginer un Lewis Hamilton en quête de points, d'aller titiller Max Verstappen qui lui est sur une approche beaucoup plus zen en ce moment parce qu'il commence à gérer son avance. Il en a parlé de son approche. Voilà, donc moi j'ai hâte de voir quand même. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir la prise de risque qui sera celle des pilotes samedi. Je pense qu'on aura peut-être un début. On aura certainement un départ assez intéressant déjà. Parce que voilà, ça va être peut-être la première phase où on va pouvoir gagner des places, peut-être 2, 3, 4 tours d'observation. Comment vont réagir les autres pilotes, tout le monde va se jauger un petit peu et peut-être que ça va se lâcher un peu sur la fin, comme disait Manu. Ok, c'est bon, c'est passé et c'est quand même plus facile d'avoir des batailles en one-to-one que dans le peloton au tout début. C'est là où on prend un peu moins de risques et on pourrait voir pas mal de dépassements parce que on se fermera peut-être un peu moins la porte aussi pour éviter des accidents, pour éviter finalement de finir dans le bac à nervis et donc du coup à l'arrière de la grille le dimanche. Donc ça pourrait être assez intéressant. Pour moi, je demande à voir. Pour l'instant, c'est plutôt positif que négatif. Mais on verra samedi. Moi, je suis d'accord aussi. Je trouve ça plutôt positif. J'ai tendance à penser qu'on va avoir un spectacle différent. Ça pourrait être encore plus intéressant si un pilote rate son départ, puisque du coup, lui, il n'aura pas le choix, il n'aura pas d'autre choix que de partir le couteau entre les dents et de faire vraiment toute la course à fond et de prendre des risques. On pense notamment, c'est vrai que des fois, on voit des pilotes sur les premières lignes, que ce soit un pilote Mercedes ou Red Bull rater son départ.
c'est quelque chose qui coûtera très cher potentiellement pour la course du dimanche. Donc ça pourrait être on va dire un rebondissement qui agite un peu plus la course, mais dans l'ensemble, je trouve le format plutôt bien pensé. En tout cas, ça a l'air sur le papier d'être les bonnes durées, les bonnes modifications au règlement pour justement il n'y ait vraiment pas ce côté économique qui revienne, puisque de toute façon, c'est ce qui est souvent reproché à la F1. Et je pense qu'on peut avoir du spectacle. Alors la première, ils étaient un peu timides, faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de choses comme ça en F1 quand les nouveautés sont là. On se rappelle notamment du format qualification qui n'était pas bon en 2016 par élimination, où là vraiment les équipes pour le coup n'avaient pas du tout joué le jeu parce qu'elles avaient eu le choix de pas le jouer. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci. On n'aura pas un spectacle aussi catastrophique puisque de toute façon elles seront obligées de faire une course. Mais il se peut que tout le monde soit un peu prudent pour jauger comment ça se passe, voir ce qui se passe au niveau des pneus, parce que finalement le début de course c'est pas toujours là où on attaque. Donc là en fait les pneus vont peut-être descendre plus vite enfin la performance des pneus va peut-être descendre plus vite. Et du coup, effectivement, on va peut-être avoir une course un peu à deux facettes. Mais je pense que ça va être, dans tous les cas, ce sera un spectacle hyper intéressant à suivre. Et puis, si tout se passe bien et que vraiment le meilleur scénario se produit, ce sera un retour un peu à la F1 à l'ancienne avec ce côté, justement, sprint du départ à l'arrivée. Manu, tu parlais de durée. On est d'accord donc que finalement c'est 100 km et ou 30 minutes en fait, parce que ouais. C'était assez. C'est le truc que la FIA n'a pas encore tout à fait précisé, j'ai l'impression. C'est ça. Mais en fait, non, c'est bien dans le règlement, c'est bien, dans le planning, c'est bien 17 tours ou 30 minutes. Donc je pense que par exemple, s'il pleut des cordes et qu'on a des tours à 2 minutes 10, et ben en fait, on ira au bout des 30 minutes, comme on va au bout des 2 heures dans une course qui est perturbée par la pluie ou par des safety cars. Voilà, donc effectivement, vous avez la réponse, les amis. Alors j'espère, ils sont pas allés à mon avis jusqu'au délire de dire c'est 30 minutes effectives, mais il faut que l'événement dure pas plus d'une heure. Non, là ils vont adapter avec les drapeaux rouges, les machins. Si, ça a été précisé par Michael Massey. Alors pour l'instant ils savent pas encore, mais ça sera ou 60 ou 90 minutes maximum. D'accord, donc au moins. Voilà. Donc ils ont fait quand même un très bon format pour la télé, ça on est d'accord là-dessus. Au moins les télévisions ont de quoi savoir. Oui, parce que c'est le genre de truc, imaginez, on a 4 drapeaux rouges et la course qui prend 2h30, et non, elles seront pas contentes. Les télévisions qui débutent. Alors Louis, lui, trouve que les points c'est une honte et il est pas très content. Il nous dit avec les points j'ai l'impression de voir la même justice qu'Abu Dhabi 2014. Non, là quand même restons, c'est autre chose. Non, on était quand même passé de 25 points à la victoire à 50. C'est quand même là on a doublé tous les points, c'était quelque chose. Ici il y aura que 3, 2 et 1 point qui seront distribués. Oui, bien sûr, on a déjà eu des titres qui se sont joués à un demi-point, surtout un titre évidemment. Mais bon, je pense qu'il y a peu de chance avec le système actuel quand même que ça se joue à 1, 2 ou 3 points, même si c'était pas si loin en 2012 notamment. Moi je trouve qu'il faut. Je suis d'accord avec l'idée de la FOM et de la FIA qui est de dire écoutez, il faut qu'ils aient aussi un intérêt à le faire parce que si tu mets pas de points, pour les pilotes, ça n'a aucun intérêt quasiment. Je pense aussi que c'est pour éviter que, comme on disait tout à l'heure, les leaders soient trop prudents, parce que s'il s'avère que sur ce tronçon de course assez court, les top teams sont vraiment supérieurs aux autres équipes, et ils pourraient se contenter de faire une procession, de finir 1, 2, 3, 4, et puis derrière de ne pas attaquer. Alors que là, si finalement Hamilton, par exemple, est deuxième derrière Verstappen et voit qu'il y a une opportunité de le dépasser et de lui reprendre en fait l'équivalent de 2 points, puisque Verstappen en perdrait un et lui en gagnerait un, c'est peut-être quelque chose à laquelle il va réfléchir, puisqu'il n'aura pas le choix que de remonter et regagner des points. Donc je pense que c'est vraiment pour ça aussi, pour éviter qu'il y ait trop de prudence là où finalement les équipes sont les plus tranquilles en performance. D'accord avec ça, Franck ? Ouais, tout à fait d'accord. Il fallait une carotte, c'est clair. Ouais. C'était la concession nécessaire pour que les top teams acceptent aussi ce format-là. Ça leur fera aussi plus de points. Il y en a qui crient un peu au scandale. Effectivement, ça va donner encore plus de points aux top teams et encore moins aux autres. Donc l'écart va encore se creuser. Bon, tant qu'on n'a pas une Formule 1 qui est vraiment à un niveau égal, espérons-le en 2022, ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Que Hamilton ou Bottas ou Perez ou Verstappen marquent des points en plus, ça ne changera pas la phase du monde pour des Lando Norris ou des Charles Leclerc qui sont de toute façon derrière à déjà beaucoup de points. Ça ne changera rien pour leur championnat de pilote. Donc au moins qu'on les motive eux à se battre, voir si la sauce prend. Voilà, c'est clairement la question sera posée. Après, voilà, le format, il a aussi son intérêt parce que c'est un circuit sur lequel on peut dépasser. Il faut le préciser. On ne verra pas ce genre de format à Monaco. Ça n'aura strictement aucun sens. Où là, Monaco, vraiment, ce soit la performance pure sur un tour, voilà, flirter avec les rails, c'est soit ça qui soit récompensé. À Silverstone, on va tenter effectivement quelque chose. À Monza, encore évidemment, autre chose. Interlagos, à voir si le Grand Prix a lieu au Brésil pour l'instant. C'est pas trop sûr, mais le Brésil n'avait pas trop besoin de ce genre de format. C'est peut-être ma seule critique, c'est un peu pour le test à Interlagos, si jamais il a lieu.
En fait, c'est ma seule critique sur le choix de la FOM de tester ça là-bas. J'aurais plutôt testé ça à Austin et finalement, c'est peut-être là-bas que ça risque d'arriver. Je comprends l'idée de le faire à Monza parce que c'est le temple de la vitesse, ça, mais en fait, si on est tout à fait honnête, ça fait 10 ans que les courses sont particulièrement compliquées à Monza parce que personne ne se dépasse quasiment jamais. En fait, c'est assez étonnant. On pourrait être justement étonné de voir un circuit avec autant de lignes droites, ça pourrait être la bataille de l'aspiration, mais en fait, c'est vrai que c'est un peu particulier, c'est que les Formule 1 sont quasiment trop puissantes pour pouvoir justement faire une bataille d'aspiration. L'aspiration, ça marche surtout sur des voitures un peu moins puissantes. La F3 notamment, quand elle va à Monza, bah voilà, ça se joue beaucoup. Mais voilà, moi je trouve que on risque d'avoir une procession le samedi, une procession le dimanche, ce sera un peu pas terrible, parce que je vous disais, c'est peut-être à Monza en 2020 qu'ils ont eu l'idée vraiment de ces qualif sprint en voyant la course en 2 manches, mais honnêtement, la deuxième partie de la course en 2020, à part Kimi Räikkönen qui tombe comme s'il avait une enclume attachée à ses pieds, il s'était pas non plus passé grand-chose, même si pour nous, ça reste un Grand Prix d'exception, bien sûr, ça reste le meilleur Grand Prix depuis Monaco 96, évidemment, mais... Je sais pas, je trouve que Silverstone, je suis super emballé pour ce format. J'aurais bien aimé l'Autriche, par exemple. Sur l'un des 2 week-ends, ils auraient peut-être pu dire justement, mettre un tout nouveau format. Ce qui est le Monza, je suis pas sûr. Interlagos, moi, contrairement à toi, Franck, enfin effectivement, ça n'est pas utile de chambouler la grille pour le dimanche parce que les courses sont en général quand même bonnes. Mais ça va nous offrir, peut-être si la course a lieu évidemment, ce qui paraît quand même mal embarqué, mais ça peut nous offrir 100 km et 30 minutes de spectacle en plus à Interlagos, qui est toujours préférable et sympathique, bien évidemment. Et je pense justement que ils ont un peu vu la course de 2019 au Brésil, où finalement, on a eu une fin de course hyper animée, hyper saccadée, mais aussi vachement agitée. Et je pense que c'était le moment de la course où tout le monde était à fond, parce qu'il ne restait plus beaucoup de tours, les pneus avaient été changés et tout ça. Et à mon avis, ils veulent tenter de voir si ça fait un beau spectacle sur ce genre de physionomie-là. Et à l'inverse, je pense qu'à Monza, l'objectif, ce sera de ne pas proposer en produit du samedi après-midi la qualif qui en 2019, on le rappelle, avait été désastreuse avec 8 pilotes sur les 9 en Q3 qui n'avaient pas pu passer la ligne pour faire une deuxième tentative parce que tout le monde avait ralenti. Ils avaient tous fait un tour à 30 km/h, c'était ridicule. Et je pense qu'ils veulent tenter de proposer des produits week-end qui seront au moins plus dynamiques que ça et éviter justement que les gens allument leur télé pendant 1 heure pour voir un quart d'heure de voiture au ralenti. Donc je pense que c'est plutôt la physionomie, mais c'est vrai que à mon avis, ça risque d'être un petit peu décevant, surtout si celle de Silverstone est bien. Je pense qu'à Monza, dans tous les cas, ça promet d'être un peu moins intéressant, à moins que le DRS à 2 secondes fasse des miracles, encore une fois, s'il arrive finalement à rapprocher tout le monde, par exemple en sortie de fin, après la sortie de la parabolique, et justement faire des meilleures opportunités de dépassement au premier freinage. À Monza, ce sera assez particulier, mais du coup, en fait, le vendredi, ils mettront les qualifs à 12h30 pour être sûr que personne ne les voit comme ça. C'est parce que le truc, c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est que oui, on va éviter la farce du samedi qui deviendra simplement la farce du vendredi, parce que ce sera, à mon avis, la même chose. Ce sera exactement pareil que ce qu'on avait pu voir à Monza par le passé, mais cette fois-ci, il y aura peut-être juste moins de monde qui verra cela, bien évidemment. En parlant d'effet pervers, moi j'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous avez vu un effet pervers ou pas à ce nouveau format? Moi j'en ai vu un. On va voir si vous l'avez vu. Pas qu'ils me viennent comme ça, moi j'avoue. Non, pour l'instant, j'ai pas forcément. Après, pour moi, l'effet pervers, c'est qu'il y a plus de points en jeu. Donc, si une voiture domine, il y aura plus d'écart au championnat qui se créera. Mais ça reste limité, encore une fois, parce qu'on disait tout à l'heure, c'était 3 points, quoi. Donc, c'est pas fou. Moi, j'ai vu l'effet pervers en fond de peloton, pour les As notamment. Elles n'ont aucun intérêt à attaquer ou à s'attaquer, puisqu'elles sont dernières. Elles auront juste à capitaliser sur d'éventuels abandons, accrochages ou autres. Pour moi, c'est le seul point. Alors, les Williams aussi, même si les Williams ont progressé plus dans le peloton, c'est le seul point qui est un peu négatif pour moi, c'est que c'est l'équipe qui est bien derrière. C'est vrai. Elle n'a que à attendre ce qui se passe devant. Oui, As l'a dit d'ailleurs. Gunther Steiner l'a dit. Ils ont dit, on va leur dire une mollo de toute façon, puisque effectivement, quel serait leur intérêt aucun. D'aller chercher. Enfin voilà. En fait, c'est vrai que c'est même plus. C'est même plus dommage pour eux parce qu'on a vu que Mick Schumacher est capable d'aller en Q2. On voit que sur un tour, on peut aller extraire un peu plus, mais effectivement, on sait qu'après, en rythme de course, ça va être nulle part. Donc là, elles peuvent rien espérer de mieux que 19 et 20 sur la grille, ces voitures-là. Williams peut espérer donc 18 et 10, 11, 12 à peu près, vu la forme récente. Je suis assez d'accord. C'est vrai que du coup, ça peut élever de manière totalement artificielle les As qui se retrouveraient là à faire leur course tranquillement derrière.
Pour qu'en plus, le lendemain, ça se trouve, voilà, il y en a une qui va partir 13e parce qu'il y a eu plein d'incidents, et puis elle va quand même se faire dépasser par tout le monde. Parce qu'on aura le droit, s'il y a un accident, évidemment, c'était aussi une des questions, puisqu'on parlait de parc fermé. Si vous avez un accident, vous pouvez justement remplacer les pièces. C'est déjà un peu le cas d'ailleurs aujourd'hui. Vous pouvez remplacer des pièces qui ont été endommagées en qualification, tant que c'est prouvé à la FIA. Alors là, évidemment, le principe, c'est que si vous arrivez avec la voiture sur un camion plateau, il n'y a plus d'avant-gauche, ce sera prouvé. La FIA pourra dire effectivement, oui, bon, ça va même rouler. Ce serait très drôle, cela dit, qu'ils mettent la voiture sur la grille avec 3 roues et qu'ils se battent. Vous voyez que c'est pas bien votre parc fermé. Je pense qu'on risque de voir des abandons volontaires en fin de qualification sprint aussi pour des changements de pièces, justement, si les voitures commencent à être un peu à montrer des alertes. Mais après, c'est Russell qui disait que lui, il est un peu inquiet parce que la Williams est justement bien meilleure en qualification qu'en conditions de course. Donc effectivement, est-ce que l'intérêt sera justement d'être le plus haut possible le vendredi, quitte à risquer des accrochages le samedi ou avec son équipe qui a quand même pas beaucoup d'argent, ou est-ce que finalement ça va un petit peu lui gâcher le fait de faire des super chronos en qualification classique, puisque de toute façon il sait que, sachant que lui il prend des départs hyper prudents en général et perd 3-4 places, il n'aura pas forcément beaucoup d'intérêt à partir 10e ou 11e, quoi. C'est un peu l'effet pervers aussi. Il y a trop de différence entre la qualification et la course en termes de rythme, ça peut mener à ce genre d'effet-là. Donc, surveillons un petit peu ce qui va se passer, peut-être plus derrière dans le peloton finalement que devant. Espérons que devant ça se dépasse un petit peu, forcément, pour la beauté de la course sprint. Mais derrière, effectivement, il y a des stratégies à surveiller. J'avais pas pensé aux abandons volontaires, mais mon avis, je pense que ça ira parce que j'avais même pensé, par exemple, si t'es As, bon bah tu prends le départ, tu les fais rentrer à la fin du premier tour et basta. Mais c'est vrai que finalement, même jusqu'au dernier tour, si quelqu'un se plante devant, c'est toujours une place ou deux de gagner sur la grille. Donc, à mon avis, ça peut peut-être effectivement le faire. On rappelle que les équipes sont également dédommagées financièrement pour ces courses en plus, puisque ça fait quand même de l'utilisation en plus sur la voiture. Il faut dépenser un petit peu plus d'argent pour ces week-ends-là, donc la FIA va compenser en plus. Par contre, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas d'allocation moteur modifiée. L'allocation moteur reste la même. Le moteur de course devra donc être installé le vendredi après-midi cette fois-ci, pour faire les qualifs normales, les qualifs sprint et la course. Donc ça pourrait peut-être effectivement changer. Xuan nous dit, il y a l'Australie qui saute, il y a le Japon. On rappelle que la FIA l'a dit, ils veulent 23 Grands Prix. Si ça veut dire faire 4 fois Sakir-Oval à la fin de la saison, ils feront 4 fois Sakir-Oval, ils s'en fichent. Nous, on va trouver le temps long, mais bon, ils le feraient. Donc pour l'instant, on veut toujours 23 Grands Prix. Donc ça, vraiment, ça rajoutera au final 300 km. C'est pas non plus... c'est pas la fin du monde, je pense. Et puis, 300 km de rajouter, certes, une séance d'essai en moins aussi. Il y a quand même, finalement, sur une séance d'essai, on peut faire une dizaine de tours, facilement à séance tour, voire même plus. On peut faire 15-16 tours sur une séance. Donc, ça va être un peu. On n'est pas loin de... Hormis le fait que la qualification sprint se fera vraiment à un rythme plus léger, mais on n'est pas loin de la quantité de roulage d'un week-end habituel. Donc c'est ça. Ça va se jouer grosso modo sur l'ensemble d'une saison. S'il y a bien 3 qualifications sprint, ça rajoutera 10 ou 15 tours à une voiture, donc ça ne changera pas grand-chose. Entre guillemets, si la fiabilité n'est pas assez bonne pour ça, quoi qu'il arrive, la fiabilité ne sera pas assez bonne pour une saison classique. Voilà, parce qu'effectivement, ça demandait dans le chat, on va peut-être pousser les moteurs, des problèmes de fiabilité à prévoir. C'est pas prévu. Ça, je pense qu'effectivement, les équipes auraient été les premières à monter largement et à se lier contre ça si elles avaient remarqué qu'il y avait une grosse disparité, bien évidemment. Comme tu l'as dit, Manu, c'est pas forcément beaucoup de kilomètres de plus, mais bon, avec un rythme un peu plus élevé quand même. Ou peut-être pas forcément, parce qu'on peut quand même faire respirer les moteurs assez vite dans ces épreuves. En tout cas, voilà, on va voir ce que ça va donner. Ce serait un peu dommage qu'ils fassent respirer les moteurs sur 100 km et qu'on se retrouve avec une physionomie de début de course du dimanche et tout le monde qui suit sans trop attaquer. Ce serait un petit peu dommage, je pense. En fait, je pense que ce sera, à mon avis, la course pourrait devenir assez folle si y en a un qui prend la responsabilité de dynamiter le peloton à un moment et de dire moi je dépasse, quoi. Par exemple, si quelqu'un s'est raté sur la qualification du vendredi, ou on pense notamment à un Alonso qui des fois fait pas le tour idéal, mais par contre en course c'est vraiment très nerveux entre guillemets. Ce genre de pilote-là pourrait effectivement se dire moi je pense que j'ai le potentiel pour aller chercher 5 ou 6 places en 17 tours et je vais y aller, quoi. Donc ça, à mon avis, c'est ce qui va être intéressant. Et après, justement, ça donnera aussi un autre défi aux réalisateurs de la FOM, parce qu'il va falloir qu'ils soient un petit peu plus... Il va falloir qu'ils soient un petit peu plus aptes à switcher d'un coin du peloton à un autre et de manière beaucoup plus dynamique, puisque effectivement,
les batailles devraient être moins, n'auront pas la même façon, la même approche que d'habitude. Donc ce que je nous dis là, Manu, c'est qu'on va rien voir de la qualif sprint du samedi parce que bon. J'espère qu'ils ont déjà prévu ça et qu'ils y réfléchissent déjà. Rappelons aussi que celui qui gagne la qualif sprint est le poleman officiel du Grand Prix. Si le poleman du vendredi abandonne pour une raison mécanique lors de la qualification sprint, il perd sa pole. C'est un peu le seul souci, on va dire, de ce format-là. On va dire. Moi, j'ai pas de problème à ce que le vainqueur de la qualif sprint soit le poleman s'il a pu disputer correctement sa course. Si il se retrouve privé de sa pole à cause d'un ennui mécanique ou autre chose, c'est un peu plus embêtant, on va dire, pour le côté statistique. Moi, c'est un peu là, où effectivement, je suis un peu d'accord. C'est pour ça que j'ai fait remarquer la phrase de Rosewarne qui est non, parce que il y a honnêtement quand on regarde déjà les différences entre plus trop en ce moment avec Max Verstappen qui affole les compteurs, mais on a quand même eu des saisons régulièrement où le poleman ne gagnait pas forcément le Grand Prix le dimanche. Donc du coup, il y a des chances que le plus rapide ne soit pas en pole. Et c'est ça qui serait un petit peu embêtant, c'est que ce sera le plus rapide en rythme de course. Et c'est là, pour moi, le seul effet pervers, en fait, comme vous pouvez dire, c'est en fait là. C'est-à-dire que les remontées d'Alonso, de Raikkonen, de Ricciardo, les trucs qui nous intéressent, nous, dans les Grands Prix actuellement, sont rendus possibles parce que ils se qualifient mal et ils ont un meilleur rythme de course. Mais ici, le problème, c'est que, prenons Alonso, imaginons par exemple, il se qualifie 13e le vendredi et il remonte héroïquement 8 ou 9e le samedi. Du coup, le dimanche, il part 8 ou 9e, mais c'est sa place. Et c'est ça que je me dis, en fait, c'est que, comme on l'a dit un peu dans le chat, ça peut être des grands prix finalement de 400 km, 405 km avec un drapeau rouge au milieu. C'est ça que j'ai un peu peur, c'est que le samedi sont intéressants parce que voilà, tout le monde se met en place, et que le dimanche, on ait beaucoup moins de spectacles encore parce que tout le monde sera justement à sa place. Ouais. C'est ça qui me fait un petit peu peur. Ça sera pas forcément le cas. Et je pense qu'il y aura toujours les côtés inattendus le dimanche. Et puis il y a toujours ce système de 2 pneus qui pourrait faire des relais différents. Mais c'est ce qui me fait un peu peur quand même. Je sais pas si c'est pas impossible. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Michael. Mais heureusement qu'on a au moins le choix libre des pneus pour la course. On aura au moins des stratégies différentes qui permettront de mixer un petit peu tout ça au départ. Donc voilà, c'est ce qui vient un peu sauver ce que tu dis. Mais attendons de voir, voilà, c'est toujours pareil. Là, on a tous nos petites idées en tête et ça se trouve, il y aura carrément autre chose samedi. Rassurez-vous, les amis, évidemment, dimanche, tout le monde partira en médium, sauf Kimi Raikkonen qui partira en pneu dur, comme d'habitude, et qui sera 6e à la moitié de l'épreuve. Oui, Lance Stroll qui a aussi un bon point, puisque du coup, cette fois-ci, même s'il ne fait aucun tour dans les 107% le vendredi, c'est pas grave, il sera déjà remonté le samedi, il pourra au moins, il sait s'il n'y a pas d'incident, il a de grandes chances de partir dans une bonne partie de peloton cette fois-ci, donc ça pourrait être bien pour le pilote Aston Martin. C'est vrai que les pilotes qui gèrent les pneus, par contre, auront sûrement un avantage aussi, parce qu'ils auront quand même déjà la possibilité de soit avoir des pneus, on peut penser qu'un Pérez ou un Stroll, qui sont quand même des très bons gestionnaires de pneus, pourront sans trop hésiter partir en médium et attaquer un peu avec sans avoir de problème. On pense à un Pérez qui serait capable de perdre une demi-seconde ou une seconde au tour en tout début d'épreuve, le temps que tout le monde se met un peu en place, et que quand tout le monde a des pneus qui commencent à fatiguer, lui, comme il fait sur une course de 300 km, le fasse là pendant, on va dire, 30 ou 25 km, va faire vraiment beaucoup de tours rapides. Et s'il fait ça avec sa Red Bull, alors qu'il s'est qualifié par exemple 4 ou 5 et le vendredi, rien ne l'empêchera de remonter jusqu'à la 2e place sans trop de problème, quoi. Il y aura des pilotes qui vont tirer leur épingle du jeu, il y en aura qui vont maudire ce système de qualif sprint. On va voir effectivement ce que ça a donné. On vous rappelle le rendez-vous, les amis, parce que évidemment ce sera diffusé, il manquerait plus que ça, mais donc vendredi 19h, les qualifs normales. Donc ça c'est au moins pratique, les gens pourront être heureux quand même. Il y aura une séance qualificative normale, donc on pourra toujours voir ce grand moment quand même qu'est les qualifications à Silverstone et de les voir passer vraiment sur ce circuit extrêmement rapide. Et puis samedi 17h30, de 17h30 à 18h, les qualifs, mais en mode course, les qualifs sprint. Les fameuses. On rappelle, ils appellent ça qualification sprint uniquement parce qu'ils ne veulent pas donner le terme de course à autre chose que le Grand Prix du dimanche. En fait, c'est pour ça. Donc c'est une qualification et non pas une course sprint, mais ce sera bien le cas. Bien sûr, les amis, course sprint, donc samedi 17h30, Grand Prix dimanche à 16h. Et puis voilà, on sera évidemment là pour vous en parler lundi prochain. Vous en doutez bien. Ça sera un très gros point de ce qu'on va aborder. Le débrief va être long. Oui, mais on s'est dit 1h30.
On pourra toujours gruger, mais on s'est dit 1h30, messieurs. On va tenir. On va essayer de tenir, bien sûr. Manquerait plus que les 2 courses soient ultra animées. Là, effectivement, peut-être que la règle des 1h30 volera et qu'on fera un système où un épisode de Grand Prix ne peut pas dépasser 3 heures, mais uniquement si un autre est raccourci. On va faire les trucs, rassurez-vous, les amis. On voulait également parler un petit peu de ce qui va se passer l'an prochain dans cet épisode de Grand Prix. C'est un peu l'occasion, bien sûr, aussi de parler plus largement du sport auto, parce que ça ne vous a peut-être pas échappé, mais Lewis Hamilton a prolongé de 2 ans chez Mercedes très récemment. On murmure qu'une annonce serait vraiment imminente entre George Russell qui irait chez Mercedes. On parle notamment, tu as fait un article là-dessus Manu tout à l'heure, donc peut-être d'une annonce dès ce week-end pour ce George Russell qui pourrait donc aller remplacer Valtteri Bottas. Qu'est-ce qu'on imagine? Alors, les places sont pas finalement nombreuses, clairement, pour cette saison encore sur la grille. C'est sûr que ça s'est cadenassé plutôt l'an dernier. Au niveau des contrats, notamment les contrats longue durée pour Charles Leclerc, pour également Max Verstappen. Mais il y a encore quand même, écoutez, à part ce baquet de choix chez Mercedes, techniquement il y a encore un baquet chez Red Bull, puisque personne, le nom de l'équipier de Max Verstappen n'a pas encore été annoncé. Il y a évidemment encore un baquet chez Williams, aux côtés de Nicolas Latifi qui lui a déjà prolongé l'aventure, le pilote canadien. On a un baquet chez Aston Martin aux côtés de Sébastien Vettel. Celui-là, bon, je vous avoue que là, s'il n'est pas pourvu par Lance Stroll, je vais tomber de ma chaise, ou alors c'est peut-être Lance Stroll qui va remplacer Valtteri Bottas chez Mercedes. Et il reste les deux AlphaTauri, même si on se doute que Pierre Gasly sera au moins dans une des deux. Et à mon avis, Yuki Tsunoda, ça risque quand même de continuer aussi. Ouais, au final, ça c'est des. Pour moi, les 4 volants Red Bull, je pense que ça pourrait faire un Red Bull AlphaTauri, ça va rester comme c'est là parce que. Je vois pas ce qui les justifierait aujourd'hui qu'il se passe de Pérez, sachant qu'il aura une expérience qui sera hyper importante l'an prochain, en plus de celle de Verstappen. Donc, ses résultats sont quand même là, quoi qu'il arrive, même si il y a quelques couacs de son côté, ça marche bien. Après, effectivement, de toute façon, la pierre angulaire des transferts cette année, c'est Mercedes, le deuxième baquet. Au départ, c'était les 2 baquets, mais on a vu que Hamilton, qui pour 2021 avait prolongé officiellement en février, là a prolongé dès le mois de juillet. Donc, on voit qu'il y a eu la volonté de se concentrer sur la saison et de ne plus penser à 2022. Par contre, si lui a l'esprit tranquille, c'est pas le cas de Bottas, c'est pas le cas de Toto Wolff qui va devoir aussi gérer ça pour l'an prochain. Mais effectivement, de plus en plus, ça semble évident que ce sera Russell. Aujourd'hui, ils ont un peu un dilemme, c'est que c'est bien pour eux d'annoncer rapidement, comme ça Russell sait qu'il est là l'an prochain, l'équipe sait à quoi s'attendre, Hamilton aussi est fixé sur son futur équipier. Le gros point d'interrogation pour eux, c'est comment ça va se passer avec Bottas une fois que lui saura que la sortie lui est montrée. Et est-ce que Mercedes va l'aider, notamment Wolff, qui l'a managé, qu'il l'a au moins qu'il l'a encadré, on va dire. Est-ce qu'il va l'aider aussi à trouver un autre volant, ou est-ce que justement ça va faire l'effet inverse et qu'il sera encore plus isolé chez Mercedes? Ça, c'est un peu quelque chose qui pourrait aussi coûter cher à l'équipe en fin d'année. Je précise juste un truc, après Franck, je te donne la parole, mais on demande dans le chat, Alpha c'est signé. Alors, Alpha, j'en ai pas parlé, parce que techniquement, pour l'instant, on a 9 écuries, puisque Alpha, on attend encore de voir, peut-être qu'Alpha peut se retirer. Alors, normalement, l'équipe de Hinwil va participer au championnat, mais pour l'instant, il n'y a pas de contrat qui a été mis en place entre la FOM et l'entité, parce qu'on ne sait pas si ce sera Alfa Romeo, si ce sera Sauber, si, je ne sais pas, si le groupe Stellantis ou je ne sais quoi décide de venir en F1 aussi avec cette équipe-là. Voilà, ça peut être un peu n'importe quoi pour l'instant, mais effectivement, il n'y a pas de contrat pour l'instant pour les 2 pilotes. Avec cette équipe, ça fait également 2 baquets qui pourraient être pourvus, même si Kimi Räikkönen pourrait signer une prolongation de 9 ans. Ça ne nous surprendrait plus. Ça ne me surprendrait plus. T'as la cinquantaine. C'est la lutte avec Valentino Rossi de toute façon, donc ça va continuer encore cette fois. Franck, toi, ça donne quoi pour toi ces transferts? Pour rebondir sur ce qu'a dit Manu par rapport à Valtteri Bottas, je pense qu'il sait déjà, à mon avis, plus ou moins ce qui va lui arriver. Si c'est annoncé très tôt à Silverstone et que Toto Wolff n'a rien négocié pour Bottas chez Williams en compensation, Bottas sera obligé de se donner à 150% pour trouver un baquet ailleurs. Et là justement, on rebondit sur Alfa Romeo parce que Bottas pourrait très bien être un excellent pilote pour une équipe comme Alfa Romeo. Je continue à l'appeler Alfa Romeo, mais ça pourrait être Sauber l'année prochaine. On sait que Ferrari devrait rester aux côtés de Sauber, au moins pour le moteur, et donc certainement un pilote.
Actuellement, c'est Giovinazzi qui a le soutien d'Alfa Romeo, un peu moins de Ferrari, on ne le dit pas assez souvent, mais même si Giovinazzi est un pilote de l'Académie Ferrari, c'est pas le préféré actuellement de l'Académie. C'est Alfa Romeo qui tient à avoir son pilote italien, et chez Ferrari, on se dirait bien qu'un petit Mick Schumacher progresserait d'une étape dès l'année prochaine, ce serait pas plus mal. Donc tout va dépendre un petit peu des négociations avec Stellantis, hein, c'est exactement ce que tu disais, Michael, par rapport à Alpha, mais voilà, il y a peut-être potentiellement deux baquets là qui se jouent. Et si Stellantis arrête de financer Sauber, je doute que Sauber ait les moyens de continuer à financer le contrat de Kimi Räikkönen également. Surtout vu son niveau de performance actuel, il ne faut pas se le cacher, n'est pas très reluisant face à celui de Giovinazzi, à part en course. Voilà, à part en course. C'est vrai qu'effectivement, peut-être que Giovinazzi devient de plus en plus le pilote Sauber, finalement, et peut-être que c'est aussi Fred Vasseur qui pourrait décider de le garder lui, et d'avoir ensuite Ferrari qui viendrait faire le deuxième pilote. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai que Bottas, c'est-à-dire que le seul truc qui pourrait lui porter préjudice, c'est la culture de l'instantanéité en F1, et c'est ça en fait qui pourrait être le problème, c'est-à-dire que si, comme tu le dis Manu, il se dégonfle totalement à la fin de la saison parce qu'il n'est plus chez Mercedes. Voilà, c'est des situations, soit ils vont faire comme Aston Martin a fait et prendre un pari sur Sébastien Vettel en disant allez, nous on prend le pari que c'est encore le quadruple champion du monde, et l'an dernier il était nulle part mais c'est pas grave, il sera mieux, et pour l'instant ça a l'air de porter ses fruits. Ou alors chez Alpha on pourrait se dire écoutez, nous Giovinazzi il est là, il fait du bon boulot, Schumacher vient l'an prochain, Bottas moi je le vois trop mauvais en ce moment, ça pourrait donner des craintes aux autres écuries. Je serais tenté de dire qu'à mon avis, on va quand même privilégier le Bottas d'avant, et on va se dire que comme il a été capable de faire des bons résultats avant, notamment chez Williams, il peut encore être performant, mais ça peut être un obstacle ou si peut-être au niveau relationnel avec l'équipe, ça se détériore fortement, c'est peut-être des choses qui peuvent jouer aussi. On va oublier que Bottas, il est constamment quand même à 1, 2, 3 dixièmes maximum de Lewis Hamilton en qualification. Il est très souvent aussi derrière son chef de file en course. C'est quelqu'un de solide. Il ne faut pas l'écarter comme ça. Quand on voit aujourd'hui la différence entre un Norris et un Ricciardo, entre un Alonso maintenant et un Ocon, enfin voilà, il y a quand même plus de différence sur certains pilotes qu'entre les pilotes Mercedes actuels. Ce qui doit aussi faire hésiter Toto Wolff. Voilà, qu'est-ce que Valtteri Bottas pourrait faire ailleurs s'il n'était pas conservé chez Mercedes. Donc, à mon avis, je pense que le Finlandais serait peut-être un peu aussi soulagé de la pression qu'il a chez Mercedes de devoir gagner, prendre le titre. Tant que Lewis Hamilton est là, c'est difficile. George Russell, lui, il n'a rien à perdre. S'il passe 2 ans dans l'ombre de Lewis Hamilton, c'est normal, il va prendre le relais. Et voilà, s'il commence à le titiller, à le battre, Lewis Hamilton, je pense, grand chevalier, sera le premier à reconnaître que place aux jeunes, à la nouvelle génération, comme il aime bien l'appeler, et voilà, il s'avouera, je pense, logiquement vaincu. Donc c'est quelqu'un de ce côté-là qui a toujours su reconnaître les forces et les faiblesses de ses rivaux. Et voilà, maintenant, la petite histoire voudrait que Hamilton ne voudrait pas de Russell tout de suite à côté de lui. Voilà, il y a aussi le paramètre F1 2022. Voilà, on changeait un pilote alors qu'on va changer de monoplace, changer de repère aussi. Est-ce que ça va jouer aussi dans la décision de Mercedes? Pour moi, la décision elle est prise déjà. Quelle qu'elle soit, elle est prise par Toto Wolff. Je ne pense pas qu'il soit encore là en train de douter sur ce qui va se passer l'année prochaine. Il y a des baquets à mouler, il y a des cockpits à concevoir, il y a ce genre de choses à préparer. Donc, attendons Silverstone. Je pense qu'on aura peut-être quelques annonces ce week-end. On parlait de Mick Schumacher, pour l'instant il a un contrat chez Haas, et chez Haas évidemment on n'a pas trop envie de le faire partir parce que c'est un petit peu leur pépite, et ils savent que c'est pas avec Mazepin qu'on va faire grand chose pour l'instant. Quand je regarde le plateau qu'on a actuellement, il y a une chose qui me frappe un petit peu, c'est pour tous les pilotes de F2, mais là vraiment pour tous, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on va pas se le cacher, si donc Russell va bien chez Mercedes, que Bottas le remplace chez Williams, par exemple, et que chez AlphaTauri, on prolonge Tsunoda et Gasly, il resterait un baquet chez Haas si Schumacher va faire la bascule chez Alpha, ou chez Alpha pour un jeune Ferrari, mais il n'y a plus de place aujourd'hui pour un jeune pilote. Non.
Non. Et en même temps, je pense qu'on est aussi à la bascule entre deux générations, en F2 notamment. Et je dirais que tous ceux. Enfin, après, il reste le cas Schwarzman qui, pour moi, pourrait être celui qu'on va tenter de promouvoir si jamais il y a une place à prendre. Peut-être que Haas ou Mazepin prend de plus en plus de place, serait peut-être contente si Schumacher part d'avoir 2 pilotes russes. Puisqu'on rappelle quand même que c'est les couleurs de la voiture. Après, je pense que effectivement, tous les autres pilotes, je les vois. En fait, notamment, je pense à Guan Yu Zhou qui en est à sa 3e saison de F2 et à qui Alpine a dit de toute façon, c'est soit tu nous impressionnes cette année, pour l'instant, c'est pas assez le cas, soit c'est la fin du partenariat. Et en fait, tous les autres pilotes comme ça, je pense que de cette génération-là, ils vont tous partir de la F2 et après, il restera des pilotes comme Piastri chez Alpine, comme Pourchaire chez Sauber, comme Lawson et Vips chez Red Bull, qui sont en fait des jeunes pilotes, plus ou moins, après ça va de 18 à 21 ans, quelque chose comme ça, 22 ans, mais qui finalement ont encore le temps de faire une année de plus et de voir à ce moment-là ce qui se passera fin 2022 en F1 et quelles places se libéreront. Je pense que là, effectivement, on arrive un peu au bout de cette promotion-là de la Formule 2, où on a déjà eu quand même sur les 3-4 dernières années de très bons produits, entre guillemets, qui sont passés à la F1. On pense notamment à l'année 2019 où on a eu à la fois Russell, Norris et Albon, et puis depuis on a eu Schumacher qui est quand même excellent aussi. Et je pense que des Piastri et Pourchaire n'auront pas de mal et ce serait même plutôt mieux pour eux de faire une année de plus en F2. Guan Yu Zhou, j'ai l'impression, en fait, c'est terrible. J'ai l'impression qu'en fait, tout le monde veut le voir gagner le titre parce que ça arrangerait tout le monde. Parce que s'il gagne le titre, bon, bah de toute façon, Alpine sait qu'ils ne l'aligneront pas l'an prochain, donc voilà, c'est pas grave. Mais ça peut leur permettre de préparer Piastri une année supplémentaire, parce que je reste convaincu que l'avenir maintenant chez Alpine, c'est Piastri et c'est plus Zhou, hein, même s'il devient champion, voilà, il a pour l'instant 5 points d'avance au bout de 9 courses. C'est pas comme s'il dominait absolument la saison. Et du coup, tous les autres peuvent remettre évidemment leur saison en jeu, parce qu'on rappelle la règle très particulière, si vous êtes champion de Formule 2, au revoir, hein, vous n'avez plus jamais le droit de rouler dans le championnat, ce qui fait que pour certains, comme on pense notamment à Nick De Vries, voilà, heureusement il a pu se tourner vers la Formule 2, mais sinon ça devenait compliqué pour lui. On nous dit effectivement il y a Victor Martin, ça fait remonter en F2, mais ça, voilà, Xuan, c'est vraiment pour après. Et il y a beaucoup. Oui. Ouais, non, on nous dit aussi justement Callum Ilott, mais Callum Ilott, je pense que s'il avait eu le niveau pour la F1 et que c'était assez marqué et assez clair, il y serait déjà. Et il ne faut pas oublier que Ferrari aussi peut utiliser les pilotes de sa filière pour son programme en endurance qui arrive quand même dans 2 ans. Et dès l'an prochain, il y aura du travail en simulateur et un prototype à développer. Donc au final, un Callum Ilott aurait peut-être tout intérêt à justement pas aller se brûler les ailes en F1 et plutôt prévoir, de toute façon, maintenant que la F1 pour lui, c'est quand même pas loin d'être passé et qu'il n'y aura aucune opportunité dans un top team à court terme, faut pas se leurrer, plutôt voir pour un programme qui pourrait potentiellement gagner au Mans plutôt que de faire la F1 à tout prix. Alors moi, sur ce que tu as évoqué, Manu, en termes de possibilités, je ne vois pas 2 pilotes russes chez Haas. Je ne vois pas papa Mazepin voir son fils battu par un autre pilote russe. Le concept m'échapperait un petit peu là, sur ce coup-là. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu des rumeurs de discussions entre Renault et Sauber à l'époque. On peut imaginer que si Alfa Romeo laisse tomber, que Sauber finisse peut-être une année de plus ou 2 années de plus avec Ferrari, et qu'un contrat à plus long terme se noue du côté avec Renault pour Sauber, peut-être pouvoir caser aussi d'autres pilotes. Effectivement, pour le pilote chinois, pour Guan Yu Zhou, c'est un peu, je pense que c'est un petit peu trop fermé actuellement oui, on pourrait imaginer du coup peut-être Victor Martin qui monte en F2, il fait 2 saisons de F2 et puis il se retrouve chez Sauber Renault quand l'accord sera fait avec peut-être Piastri. C'est fou de dire ça, mais j'ai l'impression que c'est Alpine qui a l'air de bien gérer son académie en ce moment, alors que pourtant c'était pas les meilleurs dans le domaine. Ce qui est très paradoxal puisque c'est les seuls à pas avoir d'équipe B dans lesquelles placer les pilotes en plus. Exactement, c'est pour ça que peut-être un accord avec Sauber pourrait être assez utile, mais c'est vrai qu'actuellement, si on regarde le tableau, il reste des places. Mais si on y pense réellement sérieusement, sachant que Perez va peut-être prolonger chez Red Bull, en tout cas ça a l'air quand même d'être parti pour. Très bien parti. Ouais. Helmut Marko l'a dit, mais bon, vous savez, Helmut Marko peut dire toute une chose et son contraire, donc on ne va pas être certain, bien évidemment. Mais franchement, si on prend du bas, donc Williams, il y a peut-être une place qui peut se libérer là, sauf si Bottas vient la prendre. Red Bull, c'est fait. Mercedes, c'est fait. Aston Martin, c'est fait.
Alfa Romeo reste peut-être l'équipe qui est la plus disponible, mais encore, il y a une place qui est réservée à Ferrari, donc ça fait que pour les autres pilotes, il n'y aura qu'une seule place de dispo. Puis Alpha Tauri, si Tsunoda hausse son niveau de jeu, je pense qu'il n'a aucun intérêt à se séparer des deux. Donc effectivement... De toute façon, Gasly est en contrat avec Red Bull jusqu'en 2023, donc fatalement, sauf une promotion qui viendrait de nulle part, parce que je ne crois pas que grand monde ait envie qu'il retourne chez Red Bull, même si lui a dit qu'il était prêt à le faire et qu'il n'aurait aucun problème à gérer la pression. Il aurait moins de problème à gérer la pression aujourd'hui. Je pense que Franz Tost veut le garder parce qu'aujourd'hui, c'est un atout énorme à l'équipe. Enfin, il fait un boulot incroyable et je pense que tout le monde sera content de le laisser chez AlphaTauri. Et cette année, il ne faut pas oublier que dans le simulateur AlphaTauri, il va aussi travailler pour Red Bull l'an prochain, justement, avec le développement des pièces. Donc, je ne vois pas de changement chez AlphaTauri. Et Tsunoda, je pense qu'ils vont lui laisser, quoi qu'il arrive, une année de plus. Il est jeune, c'est le plus jeune pilote en F1 actuellement. Donc, il n'y a pas de... Ils n'ont pas assez de très très bons pilotes derrière pour le sacrifier bêtement au bout d'une année, je pense. On nous pose la question là, sur Next Gen Auto, sur Discus, et si Daniel Ricciardo se faisait virer c'est un peu j'avais un peu émis cette hypothèse quand j'avais fait une vidéo parlant de Pato Howard, qui est actuellement l'un des top pilotes en IndyCar qui roule chez McLaren. Alors évidemment, je pense pas, moi, personnellement, qu'il pourrait se retrouver là, mais c'est vrai que si, du coup, on dit à Ricciardo au revoir, un peu plus tôt que prévu, parce qu'il n'arrive pas à se motiver, ou en tout cas revenir au niveau qui devrait être le sien, ça libérerait une place, mais là, tout de suite, je vois pas qui McLaren pourrait mettre. S'il le faisait cette année. Parce qu'on rappelle qu'il y a 2 ans de contrat. Pour l'instant, Daniel Ricciardo, bien sûr. Mais un contrat en Formule 1, ça se casse vite. Là, je sais pas. Un contrat qui coûte cher, surtout. C'est ça. C'est ça. Ça, parce qu'il négocie très bien. Les agents de Daniel Ricciardo sont très très bons dans le domaine. Et McLaren n'est pas l'équipe la plus fortunée du moment, vu tout ce qu'ils ont eu à faire pour sauver l'entreprise. Donc, on peut se douter que 15 à 20 millions d'euros économisés après 2022, du coup, ce sera en 2023. Ils ne cracheront pas dessus. Donc, si Ricciardo ne se remet pas vite en selle, effectivement, c'est peut-être un risque. Je ne le vois pas écarté de l'équipe à la fin de cette année, mais il faut que l'année prochaine, ça fonctionne. Il n'y a pas le choix. D'où l'intérêt, l'avantage de l'arrivée des nouvelles voitures aussi. Il pourra peut-être la développer pour lui, effectivement, un peu plus, et être directement impliqué dans le développement. C'est pour ça que je pense que, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, les équipes vont pas prendre de risques et beaucoup ne vont pas changer d'équipage et de pilote pour justement avoir une base de comparaison entre la F1 2021 et la F1 2022 pour pouvoir avoir des pilotes quand même qui connaissent déjà un peu la physionomie, la philosophie de l'équipe, qui pourrait être assez sympa. Ça se trouve, on aura une énorme surprise et puis on va avoir Kimi Räikkönen qui va lancer. Je continue encore 5 ans. Des choses complètement folles, mais j'y crois difficilement. Mais on va voir. Il payera son baquet. Chez McLaren, du coup, pour compenser l'argent perdu avec Ricciardo. En fait. On parlait tout à l'heure de Kimi qui doit avoir un contrat assez sympa. Ben moi, je suis pas tant sûr que ça, en fait. Honnêtement, je me dis... Kimi, comme de toute façon, il est principalement là pour le plaisir de piloter, parce que là, honnêtement, ça fait plusieurs années que c'est vraiment juste ça qui lui reste. Je pense qu'il y a 2 manières de voir les choses. Soit lui il se dit, bon, moi de toute façon, je pilote, si vous me demandez de baisser mon salaire de 20%, moi, je m'en fous du moment que j'ai une F1 entre les mains. Ou à l'inverse, il peut dire, les gars, vous êtes gentils, moi, ce que j'aime, c'est piloter. Vous me baissez mon salaire de 20%, en plus, vous voulez que je continue de faire le cake avec la publicité et tout ça, je m'en vais. Je pense que c'est peut-être entre les deux que se situe la réalité pour Kimi. Je pense que ça va surtout dépendre. À mon avis, déjà, ça va quand même dépendre de Vasseur, parce que je pense que la situation actuelle, il a dit d'ailleurs, il a mis la pression à Räikkönen en disant qu'il devait faire mieux. Et je pense que tout Kimi Räikkönen qui soit et toute bonne soit leur relation, justement, ils ont toujours eu une relation qu'ils ont vantée comme étant très, très transparente. Je pense que Vasseur n'hésitera pas à lui expliquer à la fin de l'année que si c'est pas assez et que pour le garder, quoi. Donc, à mon avis, je vois vraiment pas Räikkönen rester. Après, je serais très étonné qu'il reste cette année. On le sent un peu plus lassé, on le sent un peu plus résigné. Et il fait des belles courses, mais essentiellement parce qu'il prend de très bons départs. On a vu en Autriche que c'est quand même assez compliqué ce qui lui est arrivé. Donc, je suis pas convaincu. Enfin, pour moi, il y aura au moins un nouveau baquet chez Alpha et voire 2. Il faut un peu de renouvellement, effectivement. Alors, je suis désolé pour les fans de Kimi qui sont très nombreux, mais je lis effectivement que même les fans de Kimi commencent un petit peu à déplorer cette situation. Donc, peut-être, effectivement, il est temps de passer à autre chose, d'aller tester une autre formule quelque part.
peut-être du côté des États-Unis, qui sait. Mm. Il y avait goûté il y a quelques années, donc pourquoi pas. Kimi le mercenaire. Mais le mercenaire. c'est vrai que en plus Kimi c'était le pari de Fred Vasseur à l'époque. C'est lui qui l'a fait venir, qui a réussi, voilà, dès qu'il a appris qu'il était plus trop en odeur de sainteté chez Ferrari, hop, il a réussi à le motiver à venir là. Donc effectivement, je pense que si Fred Vasseur estime que c'est pas bon, il n'aura aucun problème à lui dire, bah écoute, voilà, ton temps est passé, c'était gentil, mais ce qui est compliqué, il reste bon en course. Et c'est vrai, comme on l'avait évoqué la semaine dernière, Alpha qui dit, nous on a une bonne voiture, mais Williams a Russell. Encore une fois, il suffit que, voilà, si Raikkonen se qualifie, ne serait-ce que 14e, il gagne 4 places sur la grille, il peut faire des points. Parce qu'il finit pas loin des points quand il termine bien les Grands Prix, parce qu'il a une gestion de la course, une science de la course qui est encore très bonne. On rigolait tout à l'heure en vous disant que tout le monde allait partir en médium, sauf Kimi Raikkonen. Si c'est le seul à utiliser ces pneus-là avec Lance Stroll, ou si c'est un des seuls, c'est parce qu'il a ce feeling, il sent que ça peut fonctionner, et ça fonctionne assez régulièrement. On a Alex qui vous demande, tiens, vous dites cela, vous pouvez d'ailleurs poser vos questions, n'hésitez pas les amis, bien sûr, là on va terminer sur le sujet des transferts, mais continuez, n'hésitez pas, on peut aussi faire un petit peu de discussion libre. Mais Alex qui vous demande, vous dites cela, mais est-ce que vous êtes content du retour d'Alonso? Vous savez, les amis. On te laisse répondre en premier, Michael. Évidemment, un nouveau accessoire. Oui, je suis ravi de son retour, évidemment. En même temps, qui ne le serait pas, un retour d'une telle qualité. Non, mais... Ça va mieux, là, quand même. Ça va mieux. Ouais, moi, je suis content qu'il soit revenu. En plus, je le trouve un peu plus libre que... Enfin, je le sens moins usé qu'à l'époque McLaren. Du coup, je le trouve un peu plus vivable dans ses déclarations et dans sa façon d'aborder la course. Et au final, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux qualifications sprint, c'est un animateur de peloton, quoi. Vraiment, il fait des remontées, il ne lâche jamais rien. On l'a vu traquer George Russell pendant 10 tours ou 8 tours en Autriche pour aller chercher un point de la 10e place. Enfin, il y a finalement peu de pilotes qui montrent une telle hargne pour jouer la 10e place. Donc, et ça, après 20 ans de F1. Donc moi, personnellement, je suis très content de son retour. C'est ça, là, il montre ce que Kimi devrait montrer. Ouais. Voilà, et qui ne montre plus, pour moi. En tout cas. Honnêtement, là j'ai enlevé, vous voyez, la casquette de la mauvaise foi, donc là je suis au premier degré dans ce que je vais dire, mais je pense pas qu'on puisse ne pas s'en réjouir, justement, en tout cas s'en montrer déçu, parce que le problème, en fait, les amis, c'est que moi je comprendrais, voilà, il n'a pas fait un bon début de saison, je conteste pas, voilà. Mais maintenant, il se qualifie 7 ou 8 places devant Ocon, quoi, quand tout se passe bien en qualif. Lui, il arrive à aller en Q3 pendant que l'autre voiture fait 17ème. On peut pas dire que c'est un mauvais travail, du coup. Il y a deux hypothèses possibles dans ce cas-là. Hein. Soit Alonso fait des bonnes performances, soit Ocon est totalement rincé. J'ai quand même tendance à penser que Ocon a juste des difficultés passagères, mais qu'il n'est pas complètement à côté de la plaque non plus. Et que Alonso réussit. Je pense que globalement, la place de l'Alpine, elle est entre les deux. Elle est pas forcément... Et elle est plus près d'Alonso quand même, hein, les amis. Je vais pas commencer à vous dire qu'une voiture 14e, il la met 8e sur la grille. Il faut pas non plus décoller. Ça, faut remettre la casquette pour dire ça. Mais je pense quand même qu'il fait un bon retour pour le moment. Puis il s'est vite remis dans le bain au final, parce qu'il bat Ocon la première qualif, il en perd 3 de suite. Mais à partir de la 5e course, il est déjà au niveau. Et après, il a fait que progresser. Il fait des points, il fait des Q3. Au volant d'une Alpine qui est quand même assez capricieuse, qui n'est pas la voiture la plus développée, parce qu'on se rappelle qu'eux, ils amènent pas grand-chose depuis le début de saison. Et au final, ouais, il arrive à la fois, il a retrouvé ce feeling dans les réglages qui lui permet d'être toujours au niveau, à un très bon niveau en course, parce que la voiture est quand même super équilibrée et elle est quand même assez... Il a beau avoir un style très agressif, la voiture reste économe avec les pneus. Et puis il a, voilà, encore une fois, cette attaque, moi, vraiment, qui pour moi devrait être un exemple pour beaucoup de pilotes, parce que il y en a peu qui ont les dents aussi longues que lui dans le peloton actuellement. Et d'ailleurs, c'est la beauté de cette saison de F1 2021 où on a un peloton qui est hyper serré, où du coup le pilote fait encore plus la différence que les années précédentes. Quand on voit qu'il y a des Q2, même des Q1 ou des Q3 qui se jouent à 2, 3 dixièmes, voire beaucoup moins, entre la 7e et la 16e place, ou 17e place, allez, si on ajoute Russell dedans. Voilà, les pilotes sont obligés de se sortir les doigts, comme on dit, pour aller chercher le dernier dixième, quoi. Donc la performance d'Alonso, moi, cette année, dans ce contexte-là, elle est brillante, quoi. Et c'est aussi d'ailleurs ça qui fait que, voilà, pour Kimi, c'est peut-être un peu plus dur. Et du coup, on le retrouve peut-être un petit peu de la différence qu'il avait avec Vettel aussi, comme il a quand même beaucoup souffert aux côtés de Vettel sur ces dernières années. Donc le Giovinazzi ayant progressé, voilà, on commence à retrouver les vrais niveaux des pilotes les uns par rapport aux autres. Ou quand voilà, les qualifications se jouent à 1 ou 2 dixièmes près pour 3 ou 4 places sur la grille, cette année, on voit vraiment des
différences et on voit vraiment les niveaux. Donc cette saison de F1, elle apporte beaucoup de choses de ce côté-là aussi. Honnêtement, moi, je trouve, on pourrait quasiment faire une émission complète sur Kimi Raikkonen, mais c'est vrai que je trouve ça quand même assez prodigieux. En 2021, il est revenu en 2012 en Formule 1. Il a montré des choses 2 ans. Depuis, il s'est fait latter entre 2014 et 2018 par son équipier. Ah, désolé de dire les mots comme ça, mais et pourtant, on a toujours été là. Tout le monde a toujours été limite satisfait. Hein, quand Raikkonen s'est pris un écart de points biblique en 2014 par Fernando, on entendait oui, mais il est là, il est bien, c'est chouette. Enfin, voilà, on sait. Surtout, il s'est repris des écarts de points bibliques en 2016, en 2015 et 2018 par Vettel. Ouais. Donc là, c'était vraiment. Mais en 2018, il gagne un Grand Prix, on est content. Oui. 2017, c'est ça. 2017, c'était pire. Et c'est vrai que il fallait quand même voir aussi que sur la fin de son passage chez Ferrari, c'était quand même difficile de justifier le fait qu'il bloque le volant dans un top team, justement, et dans une équipe qui, en début de saison, jouait les titres, quoi. Donc, voilà, maintenant, il est déjà dans une voiture qui est un peu plus raisonnable et puis qui est un peu plus à la mesure de ce qu'il fait pour l'instant, mais maintenant ça commence à devenir aussi encore un peu short, quoi. Overboss nous dit dans le chat Kimi s'est installé dans un confort facile, mais nous aussi, je trouve que les fans de F1 vis-à-vis de Raikkonen sont installés dans un confort, ils disent non mais c'est bien, il est là, il pourrait faire 20e toutes les semaines. Voilà, il pourrait être 20e toutes les semaines, non mais il est là, c'est chouette, j'aime bien, il fait bon, voilà, c'est assez rigolo. Et Blabouille, t'as un avis que je trouve intéressant dans le chat qui nous dit on veut voir un renouvellement du plateau, il y a des gamins en F2 qui attendent. Je pense qu'il y a 2 manières de se poser. La première, c'est de dire oui, il faut un renouvellement, il faut un roulement en Formule 1. Ou la deuxième, c'est celle que je privilégierais là, c'est de te dire est-ce qu'on veut les 20 meilleurs pilotes du monde ? Spoiler, ils n'y sont pas, puisqu'il y a Nikita Mazepin au moins qui bloque un paquet, et voilà. Mais si on veut les 20 meilleurs pilotes du monde, en quoi Alonso n'aurait pas sa place ? Et est-ce qu'on veut les 20 meilleurs pilotes du monde pendant 20 ans ? C'est aussi ça la question. Et on n'a peut-être pas assez d'équipes en Formule 1. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où ça se libère. Voilà, il y a eu la grosse poussée des jeunes ces 3-4 dernières années. Voilà, ça a commencé avec Leclerc, c'est arrivé ensuite avec Latifi, Russell. Voilà, il y a eu toute une vague qui est arrivée, Norris, de très très bons pilotes d'ailleurs. Donc c'est très bien. Mais voilà, si la vague elle est là que pour certains et qu'après il faut attendre 5, 6 ans, 7 ans sans qu'il y ait vraiment de nouveaux pilotes qui arrivent à percer parce que les places sont prises, je peux comprendre la frustration de certaines personnes qui vont. Alors nous on est un peu des vieux de la vieille et ça fait longtemps qu'on suit ces pilotes là, mais il y a je pense à tous les jeunes fans qui arrivent et qui voient des pilotes qui sont là depuis plus de 20 ans en F1 et qui se disent pourquoi il n'y a pas plus de baquets pour les jeunes pilotes, quoi. Et c'est une question qui est tout à fait légitime pour moi. Et après, il ne faut pas oublier qu'on a un peloton qui est le plus jeune de l'histoire de la F1 malgré tout, donc on a toutes les stades de jeunesse qui sont là. En fait, le plus jeune Poleman, c'est un pilote qui est encore là, le plus jeune vainqueur aussi, le plus jeune pilote qui a marqué des points, qui a fait le meilleur tour en course. On a les 3 parmi les podiums les plus jeunes de l'histoire, c'est que des podiums d'après 2019. Donc au final, le peloton est énormément renouvelé. On a les 3/4 de la grille qui a moins de 26 ans, 27 ans. Et je pense que le renouvellement est là. Alors c'est vrai que le problème, entre guillemets, c'est que les têtes de gondole, comme on pourrait les appeler, restent toujours les mêmes. On a Hamilton qui est là depuis 15 ans et qui est au meilleur niveau depuis 15 ans. On a Alonso qui est toujours de celui dont on parle parce qu'il est toujours il a un coup des déclarations, un coup des actions qui sont très bonnes. Verstappen qui est depuis 6-7 ans et quasiment le challenger évident pour Hamilton qui enfin est là, mais du coup ça fait 6 ou 7 ans qu'on compte sur lui. On a un Vettel qui fait beaucoup parler parce qu'il a une base de fans énorme comme Raikkonen, mais au final, à part eux, le peloton c'est vachement renouvelé. On voit que Pérez est le 4e pilote le plus expérimenté du plateau à 30 ans ou 31 ans. Donc il faut la F1 malgré tout a beaucoup de turnover malgré le fait qu'il n'y ait que 20 places. Et ça c'est un avis personnel, mais je pense qu'aujourd'hui on a quand même le meilleur plateau qu'on ait jamais eu en F1, Nikita Mazepin compris, parce que même s'il est lent, il n'est pas non plus hors des 107% et il n'est pas à 3 secondes de son équipier, et ça on l'a souvent vu. Tu n'as pas mis ta casquette. J'ai pas de casquette as, mais non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais en plus j'ai été le premier à critiquer ses performances et ses défauts au volant, mais malgré lui, le plateau est très très bon. Et encore une fois, les pires pilotes, ceux qu'on considère comme pilotes payants, c'est des Latifi qui sont un peu short ou des Stroll qui ont vachement progressé et qui ont un très très bon niveau et qui sont largement méritants d'être en F1. Il y a eu un gros renouvellement, mais d'un coup, en fait. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est ça. C'est pour ça que je crains qu'il y ait plusieurs saisons
sans qu'il y ait beaucoup de jeunes qui puissent arriver. Donc, il risque de sacrifier encore une génération. Mais c'est arrivé aussi un peu dans le début des années 2000. Hein, on a eu Button, Alonso, Raikkonen, Montoya, qui sont tous arrivés en même temps. Et puis voilà, ensuite, ça s'est un peu tassé. On nous demande aussi, pourrait-il y avoir 3 voitures par équipe? Ça, écoutez, ça fait maintenant 30 ans qu'on nous le demande toutes les semaines. Je pense que non, Bernie Ecclestone, ils espèrent toujours que ça arrive pour voir ce que ça donnerait. Je crois que voilà, c'est pas. Après, voilà, faudrait. On pourrait peut-être. Je pense qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut comprendre que la F1 a une gestion différente du reste des sports mécaniques et des sports auto, et que voilà, on pourra jamais adapter les choses. On aurait pu penser une 3e voiture sur certains grands prix, ceci, cela, des wildcards sur le truc. C'est pas comme ça que fonctionne la Formule 1, donc je pense que. De toute façon, à 140 millions par année ou 135 millions par année, maintenant, ils ont plus assez d'argent pour exploiter une 3e voiture, même sur 3 ou 4 courses. Hein. Exactement, donc effectivement, ça devient compliqué. Pour cette affaire. Les amis, j'espère que déjà, voilà, bon, on y voit un peu plus clair. De toute façon, on y voit très clair hein, dans le peloton 2022, je vous avoue. C'est 2023 qui sera la première année peut-être d'un renouveau, et 2024 aussi, on va peut-être retaper un petit coup de pied dans la fourmilière. Avant de se quitter, on voulait évidemment rendre hommage à un pilote, un ancien pilote qui nous a quitté la semaine dernière. Je parle de Carlos Reutemann. Alors, Carlos Reutemann, ça parle pas forcément aux plus jeunes, mais c'est aussi à ça que sert cette émission. Parfois, histoire de vous rappeler un petit peu ce qui se passait par le passé. Et donc, malheureusement, Carlos Reutemann qui nous a quittés à l'âge de 79 ans, ça fait partie, Manu, de ces champions sans couronne. On parle beaucoup de Stirling Moss, hein, on dit toujours, Stirling Moss, le plus grand pilote de la Formule 1 n'a jamais avoir gagné un titre de champion du monde. Carlos Reutemann, il joue là-dedans aussi dans cette catégorie. Il a piloté pour les meilleures équipes, il a remporté plus de 10 grands prix, il a terminé vice-champion du monde en 1981. C'était un sacré nom du sport auto. Pas totalement, hein. C'est un pilote qui a marqué le sport déjà parce qu'il a piloté les meilleures voitures dans les meilleures équipes en tout cas. Il a été pilote notamment pour Ferrari, et puis il a été pilote pour Williams, pour Lotus, même si c'était pas meilleure saison. Et donc c'est un pilote qui a terminé quand même 4 fois dans le top 3 du championnat. Et c'est vrai que c'est un grand nom, même si c'est un pilote qui a eu une carrière entre guillemets assez courte, parce que c'était que 10 ans. À l'époque, c'était déjà une bonne carrière, parce que c'était quand même l'époque où la F1 n'était pas aussi sûre qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de blessés, beaucoup de pilotes qui partaient plus jeunes, beaucoup qui ne tenaient pas non plus sur la longueur. Mais on va dire qu'il s'est pas établi en F1 si longtemps que ça. Mais voilà, c'est quand même 12 victoires, c'est quand même un titre de vice-champion et des places sur le podium du championnat. Donc, en plus, il fait partie de ces pilotes qui étaient appréciés de tous les autres pilotes, justement. Il n'avait pas spécialement de grande rivalité ou de rivalité malsaine comme certains ont pu en avoir. Donc, finalement, c'est un pilote qui a marqué l'époque, vraiment la décennie des années 70 de son empreinte. Il était. Alors, avec Alan Jones, ça s'est pas forcément très bien passé. Mais en même temps, vous mettez 2 fortes têtes dans la même équipe aussi, c'est pas malin, hein, très clairement. Il y avait aussi le rôle qu'a joué Williams là-dedans, justement. Il y a quand même eu. Oui, Frank Williams a eu sa part là, quand même. C'est ça. Finalement, et un numéro 2. Je pense qu'avec une autre gestion d'équipe, la relation avec Jones n'aurait pas été aussi compliquée. Overboss le dit effectivement, son sabordage par Williams c'était scandaleux. C'est vrai que la saison 81, il arrive quand même en tête du championnat au dernier Grand Prix à Las Vegas. Il fait la pole. Oui. Et puis il s'est décomposé avec en plus des problèmes de boîte de vitesse et il s'est retrouvé, je crois, 8e à l'arrivée. Nelson Piquet lui termine dans les points et remporte le titre. Mais si on en avait parlé, si la première course de l'année avait été comptée et pas annulée à cause de la lutte entre la FISA, donc qui était la Fédération internationale du sport automobile à l'époque, et la FOCA, qui était l'association des constructeurs, avec le résultat de cette course-là qui était compté, Reutemann était champion pour 2 points, je crois, devant Piquet. Donc je pense que ça a pu jouer aussi sur le fait qu'il s'est décomposé en fin de saison, parce que justement la pression était là et il a peut-être trop ruminé l'annulation de Kyalami. Après, j'ai vu, on parle dans le chat de sa relation conflictuelle avec Lauda, mais c'est pareil, Lauda a été énervé parce que Enzo Ferrari a rapidement remplacé Lauda en disant nous, de toute façon, après Nürburgring, il y avait une course rapide 2 semaines plus tard, et au bout de quelques heures ou quelques jours, le remplaçant était déjà connu, c'était Reutemann. Mais Lauda, en tant que tel, n'en a jamais voulu à Reutemann spécifiquement, ou en tout cas pas autant qu'il en a voulu à Enzo Ferrari. Oui, il n'en voulait pas au pilote, mais à l'équipe, et je pense qu'il comprenait que Carlos Reutemann, à un moment donné, ça fait partie de ces choses. Oui, il y a eu un accident terrible. Oui, à ce moment précis, quand il l'annonce, il pense quand même que Niki Lauda, il va plutôt malheureusement nous quitter.
Voilà, il peut pas dire non plus à une opportunité, c'est triste et voilà, ça fait partie de ces choses. Si par contre on apprend un jour que Niki Lauda a tapé le rail et 3 secondes après Carlos Reutemann a décroché son téléphone et dit bonjour, je suis dispo, là voilà, là ce serait plus compliqué, là je pourrais comprendre qu'il ne l'aime pas lui. On en rigole, c'est malheureusement le genre de choses qui arrivent. Et il y a dans d'autres sports, des fois, des patrons d'équipe qui disent écoutez, voilà, j'ai pris ce pilote-là parce que c'est le seul qui m'a pas appelé pour remplacer un pilote qui nous a quitté ou qui a été très gravement blessé. Mais c'est vrai que Williams a une attitude très particulière en 80. Donc, Alan Jones remporte le dernier Grand Prix de l'année. Frank Williams est très content. Son pilote a perdu le titre, mais lui, il a à dire c'est formidable, bravo, extraordinaire résultat pour l'équipe. Enfin, c'était assez compliqué. Au final, sa saison 82 a duré 2 Grands Prix parce que de toute façon, la relation s'est jamais remise de ça, justement, du titre perdu et c'était empoisonné jusqu'au bout. Et outre la guerre en plus, il y avait le contexte de guerre des Malouines qui n'aidait pas les relations entre les Anglais et les Argentins. Donc apparemment, ça n'a jamais été confirmé, mais ça a toujours été un sujet qui était plus ou moins en suspens au-dessus de la relation. Et c'est vrai que Reutemann a été littéralement dégoûté de la F1 en 2 courses en 82 et est parti après ça, quoi. Ouais, avec des voitures qui étaient très différentes à piloter aussi cette année-là. Et qui ont, ça a été, à mon avis, il était déjà proche, fin 81, et puis ensuite, ça lui a permis de prendre sa retraite. Ensuite, Carlos Reutemann, ça aussi, peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais il s'est lancé dans une carrière politique avec quand même succès. Il a été notamment sénateur, il a été gouverneur de Santa Fe, et sénateur, il était d'ailleurs sénateur encore quand il a malheureusement perdu la vie. Carlos Reutemann, il a brigué aussi la présidence du pays, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, un pilote qui a aussi ensuite connu une autre carrière assez intéressante. Et justement, sa carrière politique, ça lui a un peu toujours été reproché d'avoir une carrière politique un peu à l'image de sa carrière en F1, c'est-à-dire sans vouloir de conflit, à essayer d'arrondir les angles un peu avec tout le monde. Et au final, c'est ce qui lui a peut-être coûté le titre en F1 parce qu'il a peut-être pas assez mis en avant ses capacités et il s'est peut-être pas assez imposé en interne et à la fois en politique, justement. C'est pour ça qu'il n'a pas été plus loin que le poste de sénateur alors qu'il visait la présidence parce qu'il n'a pas voulu se mettre en opposition avec justement certains partis ou certains politiciens établis. Donc, je pense que ça démontre aussi le fait que c'était quelqu'un qui avait potentiellement beaucoup plus de valeur que certains peuvent en avoir dans des milieux un peu compétitifs ou un peu dans ce genre-là, quoi. Ouais, c'est ça exactement. En tout cas, on voulait évidemment le saluer, Carlos Reutemann, et rendre un hommage. Il se battait depuis pas mal de semaines contre une maladie. Et malheureusement, elle l'a emporté à l'âge de 79 ans. Messieurs, je pense que nous voilà arrivés à la fin de notre émission. On espère que ça vous a plu. Encore une fois, bien sûr, si vous êtes arrivé en cours de route, si vous n'avez pas vu le début, si vous voulez tout revoir, ce sera demain matin sur YouTube, sur les plateformes de podcast. On vous remercie parce que quand même, ça a très très bien démarré en podcast aussi. Grand Prix que vous pouvez retrouver tous les mardis matins. Donc ça, c'est toujours très sympa. Bien sûr, merci Manu, merci Franck d'avoir été là. Merci à toi. Encore bien tiré. Et puis merci à tous dans le chat et tous ceux qui n'ont pas parlé mais qui ont regardé. Merci à tout le monde. On va souhaiter un bon repos à Mickaël qui a eu un week-end très difficile. Je suppose qu'il va faire 15 heures de dodo là. Il est déjà parti. Ah non, il veut jouer F1 2021, il a dit. Ah ouais, non, mais il va faire une qualif sprint et il va aller se coucher. Le mec, il n'en peut plus. Bien évidemment. C'est bien que t'en parles des F1 2021. Restez sur ce stream, les amis, dès demain, parce que bon, on a un certain Raleigh de McGregor qui a une carrière à débuter, donc ça va venir. Bien sûr, les amis, ne vous inquiétez pas. Dès demain, dans la journée, pas forcément le soir, parce que tirer des feux d'artifice ici quand même. Mais en tout cas, dès demain, on va s'amuser sur F1 2021, effectivement. La semaine prochaine, lundi, on va se retrouver pour Grand Prix et un long retour, bien évidemment, sur le Grand Prix de Grande-Bretagne et sur ses premières qualifs sprint, bien évidemment. Si vous aimez aussi le sport auto, n'hésitez pas à nous rejoindre jeudi soir dans le Racing Café, où là, on parle bien sûr un petit peu de Formule 1, mais aussi beaucoup du reste. Et on parle beaucoup. Ça, c'est aussi une chose très, très claire, bien évidemment. En tout cas, nous, on vous dit à lundi prochain pour un nouveau numéro de Grand Prix. Merci beaucoup, Franck. Merci, Manu. Merci au chat. À la prochaine. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée.